nouvelle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement, des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita serait le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis, bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei. Assez tard. Oui, là c'est bon. Ouais. Ça y est. Ok, parfait. Mhm. Du coup, voici une carte de à peu près les royaumes Akans. Parce que les Akans, c'est un grand peuple, tu vois, avec plusieurs groupes à l'intérieur. Donc, tu as les plus connus, les Ashanti. C'est eux qui dirigeaient, on va dire, l'empire à l'époque. Et ça se trouve dans l'actuel Ghana. Genre, leur roi, aujourd'hui, s'appelle Osei Tutu II. Saint-Éné. Et il a même une autorité jusqu'en Côte d'Ivoire. Genre, il est très, très respecté parce que si vous voulez, le royaume Ashanti, c'est comme un État indépendant au sein du Ghana. Mhm. Ils s'organisent eux-mêmes, on va dire. Et après, les deuxièmes plus connus, c'est les Baoulés. Par exemple, les Baoulés, c'est l'ethnie de Houphouët-Boigny. Il faut être boigné. Ok, très bien. C'est un Baoulé. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Et en gros, ils ont plusieurs noms pour désigner leur ancien pays, tu vois. En général, ils vont dire Libye, Libye, tu vois, pour dire le pays du sable. Ou ils vont dire Aouyan, Aouyan. Aouyan, Aouyan. Et Aouyan, Aouyan, ça correspond à peu près à cette région qu'on appelle le Fayoum, tu vois. Mhm. Et Libye, c'est aussi cette partie-là aussi de l'Afrique parce que Mhm. les Akans, en tout cas, ils étaient très nombreux. Il y en avait en basse, en Haute-Égypte, mais il y en avait aussi partout là. Tu vois, jusqu'en Grèce, jusqu'en la Géorgie actuelle, on va dire, Russie, tout ça là. Parce que leur travail, le plus gros de leur travail, c'était d'aller chercher l'or, chercher les pierres précieuses, les matières précieuses, tout ça. Ok. C'est un peu ça leur travail. Et on va dire leur pays même de base, c'est la Nubie, tu vois. Parce que la Nubie, Noub en copte, ça signifie l'or, donc le pays de l'or. Et le mot, par exemple, Akan, ok, ça vient de Akina, tu vois. Akina, qui était le nom aussi de la Nubie. C'est-à-dire que Nubie, ça c'est, on va dire, à partir de la période grecque, on a commencé à appeler le pays là comme ça Nubie, tu vois. Mais à l'origine, on appelait ça Akina. Et Akina, c'est ça qui se transforme pour devenir Akan et pour devenir Guinée. Mhm. Voilà. Ok. Donc, même les Soninké, par exemple, quand ils disent Ghana ou ils disent Kangé, c'est l'or. C'est pour désigner l'or. Voilà. Et ce nom-là, quand tu veux le lire, tu peux le lire avec ce hiéroglyphe-là qui correspond à la ville, à une ville, mais aussi à une région. C'est-à-dire cette région-là de la Haute-Égypte, ok? On appelle ça Nagada. Et ça correspond à la période prédynastique de l'Égypte. C'est-à-dire ceux-mêmes qui ont fondé la civilisation pharaonique. Tu vois, par exemple, souvent, on va te parler des Anu, tu vois. Une des vocalisations de ce nom Anu là, c'est Ani. Et Ani, ça correspond à un des groupes des Akans. Par exemple, ceux-là, ceux qui sont ici. Ouais. Donc, quand tu dis Anu, c'est comme si tu disais Ani, en fait. D'où le fait que quand tu vas dire Nagada, Ngapanda pour dire le pays de l'or, le, le Naga, là, quand tu renverses, ça fait Ghana. C'est comme ça que ça devient, en fait. Ok. Donc, souvent, on va te dire que non, les Ghanéens, ils ont pris ce nom-là en hommage à l'empire des Soninké, tu vois. Mais que c'est pas vraiment un nom de chez eux. C'est, c'est vrai et à la fois, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a un clin d'œil qui est fait à l'empire des Soninké, mais eux-mêmes, en tant que, quand tu dis Akan et Ghana, c'est le même nom.
en fait. Donc, eux-mêmes, ils savent, en fait, que leur pays d'origine, là, on appelait ça Kana, Atopé. à Topé, aussi. Tu vois, et c'est tellement facile à comprendre parce que, par exemple, si je te mets l'Égypte ici, tu vois, tu as la ville de Assouan qui est là, ok? Et ici, tu as la Nubie moderne, donc Akina, donc les Nubiens, tout ça. Mais Assouan, tu vois que c'est vraiment au port de la Nubie. Donc ces peuples-là, les Soninké, les Akans et tout, c'était le même peuple à la base, en fait. Parce que Soninké, ça veut juste dire celui qui vient d'Assouan. Comme si tu disais, je suis Marseillais, je suis Parisien. C'est pas un ethnique, c'est juste le nom de ta ville, en fait. Ok. Mhm. D'accord. J'ai reçu. J'ai reçu. Voilà. Après, pas tout le monde. C'est parfait. Pas tout À tout Topé, le monde. Comment ça va? Tranquille ou quoi? Tranquille, ça va, tranquille. ça va. Merci. Tout, tout le monde est bien dans ses chaussons, prêt pour le Ah, cours. ça va, ça va. Yes. Voilà. Un petit voyage en Égypte. Du coup, qu'est-ce que je peux te rappeler d'autre? Bon, Mhm. bon, là, par exemple, Ah, Koulibaly, c'est un type. excuse. Hmm. T'as dit Vous quoi, Mozi? m'entendez? Ouais, désolé, j'étais en train de parler, j'étais en train de te poser une question, mais j'étais en mute depuis tout à l'heure. Je comprenais pas pourquoi tout le monde parlait au-dessus. Je me suis dit, ils m'entendent pas. Ouais, désolé. En fait, j'avais une question parce que quand tu as montré la carte de l'Égypte, si tu peux la remontrer, s'il te plaît. En fait, ta carte de l'Égypte, là, quand tu avais fait un zoom dessus, là, tu as montré Mhm, Assouan et tu as dit que Soninké, ça voulait dire celui qui vient d'Assouan. Eh mhm. ben, justement, j'ai une question par rapport à ça. En fait, c'est une question que je me suis toujours posée quand j'étais plus jeune, même encore aujourd'hui, parce que j'ai pas trouvé de réponse à ça. Peut-être que tu peux m'aider. Tu sais, tu connais mon nom de famille. J'ai oublié. Mon nom de famille, c'est Assoumani. Assouman, oui, Assouman. C'est Assouman. Ouais, et Assoumani. Et du coup, je me demande, est-ce que ça a un lien justement avec le nom de Assouan? C'est la même racine. Tu vois, et man, Oui, ça veut dire homme, tu vois, donc probablement, ouais. l'homme d'Assouan. C'est l'homme de soupe. Parce que du coup, ça commence exactement pareil. A-2-S-O-U. Et ça, c'est la même racine, tu vois. Exactement. Et en fait, c'est très, parce que, tu vois, quand je t'avais dit que ton nom, c'est un nom akan. Par exemple, chez nous, Ouais, Assoumani, Adjoumani, c'est très fréquent chez les akans. ouais, Mais les Soninké et les akans, ils ont des noms en commun. Par exemple, quand quelqu'un s'appelle, chez les Soninké, Sissé, ouais. ok? Chez les akans, tu retrouves ça, ce nom-là. Socé, Sissé, Cessé, tu vois, non? Quand quelqu'un D'accord. s'appelle, Keita, ok, ça devient chez eux une Ketia, par Ouais, exemple. Donc ça d'accord, montre je que vois. ces gens-là, ils vivaient ensemble. Et ils Donc, appellent, ils voilà, viennent du même endroit, quoi. du même endroit. Parce que eux tous, on sait qu'ils ont quitté la Nubie pour remonter après. Ouais. Et comme ils ont les mêmes noms de clans, souvent, ils ont des mots assez spécifiques pour désigner les mêmes choses. Et surtout les noms du pays d'où ils viennent. Parce que quand Ah, les Soninké disent on vient de Ghana, pays de l'or, les Akans disent que nous, on est Akans. Bon, c'est pas pour rien, en fait. d'accord. Ok. Donc, ça veut dire que mon nom de famille pourrait trouver son origine Dans cette dans, dans, région-là. dans cette région-là d'Égypte. Mhm. Ok. Ok. Parce que, en fait, je me suis toujours posé la question, vu que la première fois j'ai vu le nom de Assouan sur la carte, c'était quand j'étais au collège. Tu sais, t'avais le chapitre Égypte antique et tout. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, là, il y avait peut-être quelque chose, tu vois. Mais Mhm. j'étais pas capable de faire des recherches par moi-même et trouver la réponse. Mais ouais, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a un peu trotté dans la tête pendant longtemps. Donc, ok, donc là, Parce tu que, me mets sur une piste intéressante. est-ce que tu sais Assou, ça veut dire quoi en Swahili? Non, pas du tout. Mhm. Ou Swan, des trucs comme ça et tout. Non, Mhm.
Je pense que je maîtrise pas suffisamment la langue pour avoir cette information. On va peut-être essayer de voir si ça sort. Wassou. Se presser, se serrer. Watu wassou. Poudoul. Ok. Parce que Suna, ça veut dire le marché. Tu vois, le marché, l'alliance, où les gens se mélangent, tu vois. Et en Swahili, wassou, tu vois, la foule. Se presser, s'entasser. Donc c'est le même sens en fait. Tu vois. Est-ce que c'est quoi? Ça voudrait dire quoi? C'est une signification qui aurait un rapport avec Ça veut dire que la racine du mot sou dans ta langue est la même que la signification de Assouan. L'endroit où les gens se mélangent, Ah, tu vois. d'accord. L'endroit où les gens s'entassent. Donc ça veut dire que si c'est la même signification, C'est une bonne piste en tout cas. ah, intéressant. Ok. C'est une bonne piste. Il faut vraiment qu'on se débrouille pour écrire ce dictionnaire des noms kamites, hein. Ouais, ouais. Ouais, carrément, Ah, carrément, tu les gars, vois, c'est attends, c'est attends, un attends, truc. attends, 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 attends. Regarde ce qui est écrit ici. Adama. Sonara Orfèvre. Ah ouais, mais Man. c'est. Non, mais là, mais sérieux, on va Assouan, c'est le faire. pays de l'or. Tu vois pas ce que je Ouais. veux dire? Et dans ta langue, ça veut dire orfèvre. Sonara. Waouh. T'as capté? Donc non, ça c'est. En tout cas, il y a une très forte probabilité que tes ancêtres ils viennent de cette région-là. Parce qu'il y a que des mines. Genre, par exemple, si je te montre cette carte, tu vois, cette région-là, c'est vraiment que des mines. Des mines granit, or, diorite, gneiss, or, or, or. Oh. Eh ben, ok. C'est en or, alors, vas-y, c'est normal. Ouais. Ah bah ça, en fait, à chaque fois, quand tu me mets sur des pistes comme ça, je ressens encore plus de. C'est comme si je ressentais encore plus de légèreté, tu vois, de savoir un petit peu, de me connecter un peu plus à mes racines, tu vois, ça fait vraiment du bien. Ouais. Ouais, ah ouais, Ouais. mais merci, merci. Je vais Non, chercher, je vais chercher dans cette direction. ok. Du coup, pour Aceta, je te finis rapidement le résumé. Donc, du coup, on a parlé des poids. Parce que, en gros, chez les Akans, ils utilisent l'or comme monnaie, la poudre d'or. Et pour les échanges, si par exemple tu veux acheter, je sais pas moi, genre du chocolat, faut que tu aies de la poudre d'or qui équivaut à la valeur du chocolat. Donc pour certifier ça, ils avaient des poids, ok, qu'ils mettaient sur la balance pour certifier. Et c'est un système qui date de l'Égypte antique. Donc là, tu as les poids primitifs, on va dire en quelque sorte. Et là, c'est les poids Akan. Ok. Comment eux, ils ont fait évoluer la chose de cette manière-là. Et on va dire si on remonte par exemple chez les Grecs, parce qu'on a l'habitude de faire remonter ça soit aux Grecs ou aux Arabes, eux, ils vont utiliser le mot de drachmé pour dire la monnaie ou les unités de masse et de volume. Ok. Eh bien, ce drachmé qui désigne à la fois la monnaie et le poids, c'est ça que les Arabes vont récupérer pour dire dirham et qui va devenir eux leur monnaie chez eux. Donc, si on remonte encore, on a le scribe au Apollon qui nous dit que les Égyptiens, pour désigner deux drachmes, donc deux pièces d'argent, ils dessinaient un vautour. Mais pourquoi? Parce que dans les langues mandingues, si on prend le nom du vautour, c'est Douba. Ok? Mais Douba, en Bambara, ça devient Doubalen pour désigner une ancienne pièce de 2 francs. Et Maurice de la Fosse, il va noter ça. Doubalé, Doubali, pièce de 2 francs, pièce anglaise de 2 shillings, comme somme de 2 francs ou de 2 shillings. De même, le songhai Doubal désigne une ancienne pièce de 2 francs. Donc, dans l'ère soudanaise, on va dire que c'est admis d'appeler la monnaie de 2 Doubal ou Doubali. Et Apollon, qui est un scribe égyptien, nous dit que les Égyptiens, pour désigner aussi la pièce de deux francs et tout, ils dessinaient le vautour. Or, le nom du vautour, c'est Douba. Donc, c'est par là on sait que c'est les Malinqués ou plutôt les Mandins, les Soudanais,
qui ont fait ce système-là, parce que eux, ils ont le nom exact pour la chose. Et c'est ce doubal qui va se transformer en drachme et en dirham après. Et c'est Amon, justement, qui nous avait fait remarquer ça. Aujourd'hui, en France, quand tu veux dire 2 euros, tu dis 2 balles. 3 euros, 3 balles. Tu vois, pour dire l'argent, 10 balles. Ben, ce balle-là, c'est ici. Doubalen. Comme quoi le truc, il a vraiment perpétué. Et si tu vas, par exemple, en Russie, eux, ils vont dire rouble pour dire l'argent. En Inde, ils vont dire roupie ou roupen. Eh bien, c'est le D là qui s'est transformé en R pour donner rouble, tu vois, et double après pour dire double. Mais chez les Indiens, le B, lui, va se transformer en P. Non, ça fait roupen, un truc comme ça, ou roupie. C'est comme ça que la chose, elle a voyagé. Et si on remonte vraiment genre à l'origine, le terme de Doubal, c'est Ramsès II au Nouvel Empire qui a instauré ça. C'est-à-dire que lui, à son temps, un Doubal, ça valait 91 grammes d'or. Tu vois. Mais avant lui, déjà dès 2700 avant Jésus-Christ, les Égyptiens avaient déjà une monnaie, des pièces de monnaie, tout ça, qu'ils appelaient chanti. Et ce chanti-là, c'est ça qui va être à l'origine du nom de ce peuple ici, qu'on appelle Ashanti. Tu vois. Et Ashanti, c'est la famille royale de l'empire des Akans, on va dire en quelque sorte. Et même en copte, Shanti, ça veut dire la couronne. Et la couronne, même dans l'ancien temps, ça désignait l'argent. C'est-à-dire que les couronnes sont faites en or avec des matériaux précieux, tout ça. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon Oui. pour moi. Ok. Donc, on va dire que on s'était arrêté ici, ouais, je pense que c'était ça, sur la deuxième partie. Et on va dire que dans la première partie, on a essentiellement vu l'origine de la monnaie, le design, à quoi ça servait, comment est-ce que on faisait les échanges avec. Mais là, on va voir la partie symbolique. C'est-à-dire que pour les Akans, notamment, eux, les poids ne servaient pas uniquement que à peser la monnaie. Non, ça servait aussi à instruire la population. Par exemple, si je reviens sur cette pièce de monnaie, c'est une pièce égyptienne qui date du pharaon Nectanebo. Et dessus, on a des symboles. On a un symbole, on a le symbole Néfer avec le symbole de l'or qui sont collés ici. Bon, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que si on prend le hiéroglyphe Néfer qui est là et qu'on prend sa signification dans les langues soudanaises, on va avoir en Djoula, par exemple, Naforo, les biens, les richesses. En Bambara, Nafolo, biens, richesses. Et en Soussou, Nafouli, la monnaie. Donc, parce que ce signe-là porte le même nom que la monnaie, qu'ils ont placé ça ici comme ça. Dans l'autre face, ils ont mis un cheval. Pourquoi ils ont mis le cheval? Parce que le nom du cheval en Bambara, c'est Bolifen, qui signifie la chose qui court. Ok? Mais c'est homophone de Bolofen, qui signifie bien, richesse. Et Bolofen, si on traduit littéralement, ça signifie la chose de la main. C'est-à-dire la chose qui appartient en propre à la personne. Parce que si on prend la définition ici de Nafoli, vu que Nafoli et Bolofen, c'est vraiment c'est le même terme, juste ça a été un peu renversé. De Foulou, on passe à Lofen. Vous voyez? Voilà. Lofen. Et Bo, c'est la main en fait. Voilà, quand on dit na, par exemple, le na de Naforo, na, ça veut dire moi, ce qui m'appartient. Néa, quand on dit Néa Fen, c'est ma chose. Maintenant, Bo, c'est la main. Tu vois, donc, ce qui est dans ta main, en fait. C'est ça. Donc, Maurice Delafosse, dans son dictionnaire, il nous explique que Nafulu, ça signifie bien aliénable, bien acquis par le travail ou le commerce, appartenant en propre à son possesseur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dessiné ces symboles-là sur la monnaie, parce que ça nous explique concrètement ce que la monnaie est. Si par exemple on faisait un cours d'économie ou de commerce, les ancêtres, ils n'allaient pas ramener un gros texte pour parler, non. Ils allaient ramener ces symboles-là et avec ça, ils allaient disserter, c'est-à-dire pour expliquer qu'est-ce que la monnaie est. Ils vont te dire, le nom de la monnaie, c'est quoi? C'est Bolifen. Bolifen ou Bolofen, ça signifie la chose de la main, donc la chose qui t'appartient. Donc l'argent, c'est un bien individuel, entre guillemets, premièrement si on veut commencer comme ça. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant qu'on commence?
Non. Ok. Donc, sur ce dessin-là, vous avez des Égyptiens qui sont en train de peser l'argent. Par exemple, là, vous avez les chantis ou les doubals. En fonction du poids, le nom, il change. Et là, on a une curiosité, c'est-à-dire que les poids, par exemple, que je vous ai montré au début, c'est-à-dire ceux-là, ça, ce sont les premiers poids, les poids primitifs. Eh bien, on voit que sur ce dessin, ça a déjà évolué parce qu'on a une forme animale ici. Donc, on a déjà un peu les poids à Caen qui apparaissent à cette période-là. Et ça date environ du Nouvel Empire, après 1500 ouais, 1500 à peu près, avant Jésus-Christ. Et même sur cette image-là, on voit vraiment bien, c'est dans tombeau égyptien, on voit clairement bien dessiner la tête du taureau avec les pièces de monnaie qui sont ici. Et par exemple, si vous regardez pourquoi ici ils ont mis un collier, pourquoi ils ont mis le collier, est-ce que certains se rappellent pourquoi il y a le collier? Non. De quoi? C'est quoi ta question? La question c'est que, par exemple, là, ils ont représenté un Égyptien en train de peser l'argent. OK? Mhm. Donc, à côté ici, ils ont dessiné un collier. Qu'est-ce que le collier vient chercher dans cette scène? C'est ça ma question. Pourquoi ils ont représenté un collier ici? Oh, c'est Pour vrai que l'or, tu l'avais dit la dernière fois, mais signification d'or. C'est C'est la royauté, l'or, tout ça là? exactement. En gros, ce collier-là, c'est le hiéroglyphe de l'or et de l'argent. C'est lui qui est dessiné ici. Oui. Ici, je vais vous prendre le hiéroglyphe en lui-même. Le hiéroglyphe de l'or, le voici. Donc, on va dire Seni, chaîne, Senou, chaîne, Sen en poulard, chaîne, collier. Et en bambara, on va dire Sanou, l'or. En malinké, Sanin, Sénine, or. C'est pour ça que sur cette fresque-là, ils ont dessiné le collier ici à côté. Donc, c'est un peu pour ça que les œuvres d'art fonctionnent. C'est-à-dire que les objets qu'on place, c'est jamais pour faire joli. Non, il y a une raison attends. à ça. Là, tu veux dire que le fait que par exemple dans ma langue, on appelle une chaîne, on appelle ça chaîne, chaîne. Mhm, mhm. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'en français on dit chaîne qu'on Ah qu'on a non. qu'on a récupéré le mot. En fait, Non, 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 ça non. existait déjà bien longtemps avant. Ça existe déjà. Et même si je vais plus loin, même Sénat, ça veut dire ce qui est ancien. Les matières anciennes, les vieilles matières. Et l'or, ça vient de la terre, tu vois, des entrailles. Donc tu fais pas plus vieux que ça déjà. Ensuite, Sénat, ça veut dire l'assemblée, la ronde. Ce qui est, tu vois, non? Ce Ouais. qui est circulaire, l'hémicycle. C'est Même c'est pour pour ça dire, qu'on même, appelle le Sénat avec les sénateurs, le Sénat. voilà. C'est un mot bantou Ah, parce que Sénat, ça désigne le conseil des anciens dans les royaumes africains à la ouais. base. Ouais, parce que on l'a retrouvé chez les Grecs et Mhm. chez les Romains. Et chez les Romains. Et Et quand, pourquoi, en et plus, pourquoi le ouais, Sénat, aujourd'hui, ça représente les États ou les collectivités territoriales? Parce que justement, Sénat, ça signifie l'alliance. Tu vois, le fait de s'allier pour faire un empire. C'est ça, Sénat. ouais, Mais quand tu fais l'empire, c'est plusieurs États. Donc, c'est l'alliance des États, donc les représentants des États ou des des États. collectivités. C'est le même Ouais. système qu'ils ont, avec le même nom, en fait. Ça, c'est bon tout, ça, Hmm. typique. Mais tu sais qu'en fait, là, on est en train on est en train de parler des prémices ou des origines des systèmes politiques que nos ancêtres avaient. En Mais oui. fait, dans ce qui se fait aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est pas, c'est pas, tout n'est pas à jeter. On a juste à récupérer des choses d'origine qu'on avait chez nos ancêtres et réutiliser avec notre propre paradigme. Mais Exactement. c'est Moi, super je dirais, intéressant ça. je dirais même pas récupérer, c'est se réapproprier, C'est réapproprié, ouais. redécouvrir nos trucs parce que, et ce genre de trucs-là, il y a des fresques en Égypte qui en parlent, par exemple. Je vais retrouver le document. Euh... Est-ce que j'ai mis ça, moi? Je retrouve le document, ça serait d'art. Ah, ouais, je crois que c'est lui. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là?
Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Mm. Ok. Bah, tu vois, ici, c'est une fresque où on fait l'intronisation du roi. Tu vois, quand il parle de Sematawi, ce genre de bêtises là, bah, c'est ça. Et ici, tu as Thoth qui représente le gouvernement civil. Tu as la chambre basse, qui est le Parlement, l'Assemblée nationale. Ok, qui est Kuma. Parce que lui, il s'appelle Kuma. Donc Kuma, Kuma. Tu vois pas ce que je veux dire? Kuma, Kuma. Ensuite, tu as la chambre haute, qui est le Sénat, en fait. Et Sénat, comme c'est ancien, c'est le nom d'Horus, parce que Horus, son nom signifie l'ancien, typiquement. Et l'armée s'était constituée comme ça, comme le Sénat. On prenait des garnisons dans chaque État, même les États vassaux. C'est tout cela qui constituait l'armée. C'est... Non, non, on a tous les concepts qui sont déjà présents, en quelque sorte. Mhm. Donc voilà, par exemple, vous avez aussi cette fresque où on voit clairement qu'il y a des poids qui sont stylisés comme des animaux, tu vois. C'est-à-dire c'est plus uniquement des blocs, c'est vraiment quelque chose, on rentre dans une sorte de design. Euh, et là, ici, vous avez différents poids égyptiens, les différents styles qu'il y avait en Égypte. Et ici, on nous dit que les poids d'Égypte représentent souvent un animal, une grenouille par exemple. Celui-ci représente un buffle. Sur son côté est inscrite le nombre 20, indiquant un poids de 20 d'ébène. Le Nouvel Empire, 18e dynastie. Voilà, Thomas Romer. Et si on va vraiment plus loin, on va voir que ce système d'échange commercial basé sur l'or, l'argent, le cuivre et le système des poids avec la balance, c'était pas que en Égypte antique. C'était jusqu'au cœur de l'Afrique. Par exemple, là, vous avez le royaume d'Oponé, que les éthologues appellent Punt. Et généralement, ils vont situer Punt en Afrique de l'Est, c'est-à-dire en Somalie. Mais quand on fait vraiment une étude sérieuse de la chose, on voit que c'est même pas en Somalie là-bas, c'est en Afrique centrale, c'est-à-dire la région de l'Ouganda, à peu près. Ouganda et Burundi, tout ça là. C'est ça, Oponé. Et là, vous avez des Égyptiens qui ont été envoyés par la reine Hatshepsut pour aller faire du commerce avec ces peuples-là. Donc là, vous avez un gars de Punt et vous avez la délégation égyptienne. Et vous voyez qu'ici, ils leur rapportent des pièces de monnaie. Là aussi, on voit sur cette seconde fresque qui est dans le temple d'Hatshepsut. Par exemple, si vous tapez temple d'Hatshepsut et le portique de Punt, vous allez trouver ça facilement. Donc là, on a le peuple d'Oponé qui, on va dire, qui rapporte des matières de chez eux. Vous voyez, et là, les Égyptiens leur donnent de l'argent en échange. Donc, il y avait pas que le troc, on va dire, dans l'Afrique ancienne. Il y avait vraiment un vrai système commercial d'échange comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vas dans un pays, tu vas acheter quelque chose, bah, tu payes avec la monnaie. Et la monnaie, on va dire, universelle en Afrique, il y avait l'or, l'argent, les coquillages aussi, comme le kauri. Ça servait de monnaie un peu partout. Et ça là, ça date, cette fresque de 1550 avant Jésus-Christ. Et c'était pas que on va dire, ils faisaient pas que du petit commerce. Par exemple, là, vous avez un exemple de bateau qui allait en Afrique centrale. Et vous voyez que c'est vraiment des gros bateaux, en fait. C'est que les caravelles que les Européens ou les Arabes utilisaient pendant la Renaissance ou la période de l'esclavage et tout, c'est des choses que les Africains connaissaient et utilisaient avant. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Ok, ils échangeaient des arbres, notamment, ça c'est des arbres à encens, qui étaient beaucoup utilisés dans les temples égyptiens. Ils prenaient aussi des animaux comme des léopards, comme des girafes. C'est avec ce genre d'animaux-là qu'on sait que c'est pas la Somalie. Parce que quand vous regardez déjà même la végétation, ça ne correspond pas à la corne de l'Afrique. Et ces animaux-là, les girafes, les léopards, ça vit pas là-bas. Ça, c'est vraiment en Afrique centrale. Oui. Et sur cette fresque, qui date à peu près de 1500-1600 avant Jésus-Christ, on a les peuples, on va dire, qui font partie de la confédération égyptienne, qui viennent
payer l'impôt chez le Mansa Diomusa Kamara III, qui est Toutmoses. Et là, tout en haut, vous avez... là, ce sont les Nubiens. Et vous voyez que même quand on zoome ici, bien, on voit que ils rapportent aussi des pièces de monnaie. Donc, que ce soit en Nubie, que ce soit en Grèce, là, c'est la ligne de la Grèce antique. Ils rapportent aussi des pièces de monnaie. Donc, quasiment partout où, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique du Nord, un peu au Moyen-Orient, où il y avait les Noirs et tout, ils utilisaient ce système-là. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Non. Non. En tout cas, l'information est cruciale. Ça veut tout simplement dire que tous les royaumes étaient reliés. C'est ça. Tous. Et même ça va loin parce que c'est pas le but du cours. En tout cas, les Égyptiens sont allés très loin. En Inde, vraiment très très loin. Donc, Mais ça, il faut pas le dire aux Indiens, hein. Ils risquent d'avoir des crises cardiaques. Si tu leur dis qu'ils sont africains. non, il y en a quand même qui admettent, hein. Moi, bon, peut-être c'est mon expérience personnelle, tu vois, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont racistes, ça c'est vrai. Et même d'eux-mêmes. Genre, par exemple, ils sont racistes des Indiens musulmans, Mm. mais bizarrement, ils sont pas racistes des Perses. Alors que c'est les Perses qui les ont envahis et qui ont converti ces Indiens-là. Donc, c'est comme si un Français il était raciste dans l'autre Et qui français. se sont Mais, mélangés avec eux. C'est pour ça qu'il y a des Indiens qui sont très clairs de peau. mais même c'est pire, c'est-à-dire les Indiens clairs, ok, qui sont hindous, ils sont racistes des autres Indiens clairs qui sont musulmans. Et Tu vois, aussi juste racistes des Indiens pas clairs de peau, pas clair. même s'ils sont hindous. Même s'ils sont hindous, tu vois. C'est le monde à l'envers. Non, mais Vraiment. c'est juste pour montrer l'incohérence de l'esprit humain, des fois. C'est chaud. C'est ça. Donc, du coup, sur cette slide-là, c'est pour expliquer on va dire le concept du commerce dans l'Afrique ancienne. Parce que le nom du commerce, du commerçant en égyptien ancien, tout ça, c'est cette racine-là, Sanou. D'où le nom de la ville Sona, qui va donner Soninké après, ou Assouan, par exemple. Donc, le nom de l'or est homophone de être beau, être parfait. Donc, que tu dis Sena, être beau, être parfait, tu dis Sanou l'or. Quand en malinké, tu dis Kenyi ou Kengi pour dire être beau ou être parfait, en soninké, ça va donner Kangi, l'or. Tu vois, même les Amérindiens, ils appelaient l'or comme ça, ils appelaient Kana, un truc comme ça, au Kenyi. Donc, pourquoi on dit la beauté, la perfection? Parce que le terme de Sénat, ça se rapporte à l'alliance, à ce qui permet aux hommes d'être connectés, d'avoir des échanges. Et nos ancêtres, ils voulaient que ces échanges-là soient sains, en quelque sorte, soient parfaits, soient, en tout cas, beaux dans le sens de l'harmonie de l'univers. Donc, le commerce, c'était pas fait pour dominer des peuples ou des personnes, mais c'était vraiment fait pour que tout le monde puisse être heureux, on va dire, en quelque sorte, dans la société. C'était vraiment ça leur vision du commerce. En Et fait, quand c'était un moyen de connecter les peuples, de se réunir, d'échanger, quoi. on d'échanger, on peut dire même c'est comme un jeu à la base. Parce que vous voyez, quand vous êtes petit, vous avez des cartes Yu-Gi-Oh, etc. Peu importe. Vous faites quoi avec vos amis? Ah ben, on les échange, Voilà. ou on les joue. Tu vois. Ouais, Mais mais Voilà. bon, ils moi, étaient c'était pas les naïfs. cartes. Moi, à l'époque, c'était pas les cartes Yu-Gi-Oh, c'était les cartes Dragon Ball, Ah, à mon époque. Et les POG. Qui c'est qui a connu les POG? ouais, pareil, mais en vrai, ils étaient naïfs de fou. Parce que Naïf, carrément, c'est-à-dire. bah, parce que quand tu connais la nature humaine, tu vois, genre, ils sont, ils sont naïfs parce que regarde, par exemple, dans Yu-Gi-Oh, l'histoire, c'est quoi? À la base, les cartes de Yu-Gi-Oh, c'est un truc pour jouer, tout ça, tout ça. Et après, ils ont perversé le truc et c'est devenu un truc un peu maléfique. Même dans l'histoire de Athème et tout, à la base, tu vois, les choses, elles sont faites pour, pour, euh, pour juste, tu vois, assurer l'ordre. Mais au final, bah, ça devient un truc diabolique et tout. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je pense que les ancêtres, ils étaient un peu naïfs, en vrai, de vrai. Ils n'étaient pas naïfs. Pourquoi? Parce que, tu vois, là, par exemple, tu as le Djoula qui va dire Sina, rival, rivalité.
Donc, ils étaient conscients aussi de cette dimension du, du commerce, de l'argent. Ça peut entraîner des rivalités, des conflits. Mais, tu sais, quand tu dis c'est la nature humaine, moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de nature humaine. L'homme, c'est pas un individu de nature. C'est un individu de culture, tu vois. C'est-à-dire que être homme, Hmm. devenir humain, c'est pas parce que tu es né biologiquement comme ça que tu es humain. Non, c'est une éducation qui te rend humain. Être humain dans les langues africaines, ça signifie déjà celui qui est sédentaire. Déjà, un nomade, c'est pas un homme. Si on le dit comme ça aujourd'hui, ça peut paraître blessant, discriminant, mais c'est concept, c'est philosophique. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est pas sorti spontanément de la tête des gens, non. Ils se sont assis, et ils ont conceptualisé un être humain, on veut en faire quoi? Et dedans, ils ont mis la notion déjà de sédentaire, la notion de cultiver, de quelqu'un qui est initié, qui a la science, tu vois. Donc, ils avaient une vision de la nature, de l'humanité, de ce que ça devait être. Donc, ils s'efforçaient à rendre les hommes dans cette manière-là propres, sains, purs, euh, par le jeu, par la blague, c'est-à-dire la bonne humeur, etc. Mais ils étaient conscients aussi de la dimension septième ou issétienne du monde, d'où le fait qu'il y a Sina rival. Donc, on va dire, c'est une bataille perpétuelle entre l'ordre et le désordre. Et souvent, l'ordre, il peut perdre. Voilà. Ouais, je vois comment. Ils n'étaient pas naïfs parce que même il y a eu des cas je peux dire de colonisation commerciale où ils allaient dans des régions pour prendre des minerais et ils avaient le monopole. Par exemple, les routes commerciales, l'Égypte antique avait le monopole des routes commerciales dans l'Antiquité. C'est pour ça on leur a fait beaucoup de guerres. Ils allaient même jusqu'à mentir. Bon, mentir indirectement parce qu'ils cryptaient les données, mais quand on leur demandait, par exemple, la route pour aller ici, ils rapportaient n'importe quoi. C'est pour ça que Bakary, plutôt, non, non, Kankou Moussa, il a dit aux Européens que non, quand Bakary est parti, il s'est perdu, la mer l'a englouti. La mer l'a jamais englouti. Les Malinqués connaissent l'Amérique depuis qu'ils sont en Égypte. Donc, c'est Ah pas quand ouais? ils sont en Mali qu'ils ont découvert. Et Non, j'ai une question parce que je vois le Séné là. Le Séné, ça veut dire vraiment Séné, Sina, Sénat, tout ça, ça veut dire or, t'as dit. Mais finalement, ça veut dire que le Sénégal, c'était aussi une terre d'or quoi, reconnue comme telle. comme tel. Mm. Le Sénégal, c'est la Sénégal, Sénégambie, tout ça là. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils sont allés là-bas. Parce que même quand tu dis Akina, la Guinée, ça veut dire l'or. Même les Anglais appelaient la pièce d'or le Guinée. Ouais. Parce que Guinée, Kina, c'est l'or, Kani, Kani. En fait, Sénégal, ça veut dire Sunugal. Et Sunugal, ça veut dire notre bateau. Mais à ton avis, pourquoi ça veut dire notre bateau? Et c'est peut-être le bateau de l'or, le bateau de l'échange. Ce bateau que tu as représenté tout à l'heure. Bon, Non. il y a le bateau, certes, ça, je suis Mhm. d'accord. L'échange, la communion, tout ça. Mais quand des êtres humains sont dans un même bateau, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de faire les choses ensemble. Ou bien Voilà, c'est ça. Donc, Sunugal, exact. Sunu, ça veut dire l'alliance, en fait. C'est Exact. comme quand Qui tu veut dis dire Sinan notre. Kunya. Sinan, Exact. c'est l'alliance, l'allié. Ouais. Effectivement, Sunu, comme Sénégal, c'est notre bateau. Ouais. Notre gal. Tu vois. Parce que même, par exemple, quand tu dis santé, en français, ça vient de sanus, ou sanus en latin. Et le sanus, là, c'est ça, sénat, pur. En égyptien ancien, pour dire médecin, on disait sunu. Donc, le commerce, à la base, ça a été pensé comme une, une médecine, une purification de la société pour rendre la vie sociale possible, en quelque sorte. C'est pour ça que même quand vous prenez l'Europe, et ça même c'est Sarkozy, par exemple, c'est une des choses les plus intelligentes même qu'il ait dit, c'est que l'Europe, c'est des barbares. Ils se sont tout le temps fait la guerre, tapé dessus. Ce qui les a unis, c'est le commerce. C'est les liens commerciaux, financiers. Si vous enlevez ça, ils recommencent à faire la guerre. Mais ça, si vous voulez, c'est pas que spécifique à eux, en fait. C'est un peu spécifique à l'histoire des civilisations. Le commerce a souvent été pensé, certes, comme un outil de domination, mais beaucoup aussi, et c'est comme ça même qu'il a été conçu à la base, comme un outil d'union de peuple.
Mais il y en a beaucoup qui l'ont pas compris, hein, et qui l'utilisent pour asservir les autres. Chacun sa philosophie, Ouais. on dira. Mais il faut être conscient de cet élément de rivalité. C'est très important. Pour pas être naïf, comme tu l'as dit, Maïdi. Là, je vais passer une petite vidéo qui va expliquer les poids à camp. Par exemple, là, en bas à gauche, vous avez des poids à camp qu'on appelle non figuratifs. On va dire qui représentent des mini-symboles, des trucs géométriques, tout ça. L'oiseau sauvage d'Adoué Tiéké est gardé par les canons des Blancs. C'est une référence à la présence européenne en territoire à Caen. Il y a aussi des personnages de la vie quotidienne, comme un vieillard fumant sa pipe, un chasseur, une mère portant son enfant. Il y a un vrai plaisir esthétique à découvrir la finesse de ces objets. On voit que les Akans avaient des artisans extrêmement habiles. C'était des objets qui se transmettaient de génération en génération et qui permettaient d'enseigner aux jeunes les bases de la culture Akan. Et ces poids étaient comme des fétiches, c'était pratiquement des objets sacrés. Autant on utilisait la poudre d'or pour les échanges, autant on gardait précieusement ces poids. Est-ce que, déjà parmi vous, il y en a qui soupçonnent l'utilité réelle des poids à camp, au-delà du commerce? Juste avec cette vidéo. J'ai pas tout bien suivi. Moi, j'étais en train de faire autre chose. Tu peux Vous remettre voulez vite que je fait? la remette? Ok, Ouais, s'il te je plaît. la remets. Est-ce que vous pouvez couper vos micros en attendant? Parce Ouais. que j'entends des échos. L'oiseau sauvage d'Adoué Tiéké est gardé par les canons des Blancs. C'est une référence à la présence européenne en territoire à Caen. Il y a aussi des personnages de la vie quotidienne, comme un vieillard fumant sa pipe, un chasseur, une mère portant son enfant. Il y a un vrai plaisir esthétique à découvrir la finesse de ces objets. On voit que les Akans avaient des artisans extrêmement habiles. C'était des objets qui se transmettaient de génération en génération et qui permettaient d'enseigner aux jeunes les bases de la culture Akan. Et ces poids étaient comme des fétiches, c'était pratiquement des objets sacrés. Autant on utilisait la poudre d'or pour les échanges, autant on gardait précieusement ces poids. Alors, Ok. Moi, est-ce qu'il y en a moi, qui peuvent moi, deviner? j'ai une réponse. Ok, je t'écoute. On t'écoute. Ouais, je pense que c'était un moyen de communication intergénérationnel. Hmm. En fait, chaque poids racontait un pan spécifique de la société à Caen de l'époque, et qui renfermait plusieurs informations qui étaient transmises de génération en génération. C'était un moyen de raconter un peu l'histoire et la culture et de la transmettre. Et très bonne réponse. Vraiment très, très bien expliqué. Est-ce que quelqu'un d'autre a voulu ajouter quelque chose sur ce que Mosé a dit? Non, franchement, il a bien expliqué, je pense. Ok, bon. Je vais poser une autre question. À quoi est-ce que ça vous fait penser si vous regardez dans l'Antiquité ces poids à camp, avec leur fonction, leur symbolique, tout ça? Bah, des fétiches. C'est quoi un fétiche? Ah,
C'est la représentation d'une divinité ou d'un esprit, donc Mhm. qui est comment dire, qui est qu'on matérialise dans le monde physique et Ok, qu'on lui on lui comment dire, on lui reconnaît un pouvoir spécifique. ok. Donc, quand un fétiche, avec cette définition que tu donnes, quand il remplit cette fonction, qu'est-ce qu'il devient? Quand il devient un mode de communication, de véhicule de parole, de pensée, etc. Qu'est-ce qu'il devient? Comment ça, qu'est-ce qu'il devient? Quel est son nom fonctionnel? C'est-à-dire que tu as bien dit le mode de communication. Dans l'Antiquité, quel était, surtout pour nos ancêtres, le mode de communication usuel pour transférer les paroles, les principes, les philosophies, Ben, etc. ça devient une sorte de mémoire. Ou comment dire, c'est comme un espace de stockage d'informations. Ok. Mais vraiment plus simple. Cherchez même pas compliqué. C'est-à-dire que vous avez un mode de communication usuel, on va dire. Par exemple, si je veux mettre des textes religieux, les textes qui racontent l'histoire de nos ancêtres, si on était dans l'Antiquité, en Égypte ou au Soudan, on aurait utilisé quoi pour faire ça? Des hiéroglyphes. Voilà. Ben, en fait, c'est des hiéroglyphes, en fait. Voilà. C'est tout. En fait, c'est des hiéroglyphes en 3D. Exactement. C'est ça vraiment les poids à quand. Parce que les Putain, c'est migrations ingénieux. ont Mais c'est rendu les choses ingénieux. compliquées. Quand on était en Égypte, on était unis. Les Akans, ils n'étaient pas seuls en Égypte ou au Soudan, tu vois. Ils étaient avec les Malinké, avec les Kikongo, les Zoulous, etc., les Yoruba. Donc, on était un empire. Donc, pour construire des temples surtout que pour les hiéroglyphes, c'est plusieurs langues qui fonctionnent ensemble. Tu vois, les langues Akan originelles, en réalité, sont descendantes d'une seule langue qu'on appelle le Twi. Donc, Ouais, le Twi, ouais. voilà, c'est comme si c'est une branche vraiment de l'Égypte qui s'est retrouvée là-bas ou du Soudan qui s'est retrouvée là-bas avec d'autres peuples. Donc, quand ils arrivent, ils n'ont plus la même réalité, même environnementale, qu'en Égypte, ils vivent plus dans le désert. Bon, construire les temples, ils vont graver les trucs, c'est compliqué. Ils ont même plus les artisans qui ont cette science. On fait comment? Mais ils se sont souvenus que de tout temps, ils ont eu la maîtrise des métaux, de l'or, de la balance, de ce genre de choses. Donc, l'objet le plus commun qui les désignait, parce que Shanti, ça veut dire la monnaie, ça veut dire le poids, ok? Eh bien, c'est devenu le hiéroglyphe courant, en fait. Et quand tu Donc, prends, par exemple, ce hiéroglyphe, ce poids Akan qu'elle a, où ils sont en train de jouer au damier, ça se dit Séné. Mais ça correspond à ce nom, au hiéroglyphe qui est ici. Vous voyez, c'est le même jeu, jusqu'à muter un peu, tu vois. Le nom du jeu, c'est le nom d'Amon. mais c'est incroyable. Mais franchement, c'est ingénieux. Ils ont incorporé dans le système monétaire le langage et l'écriture. Voilà. Et le système d'écriture. Attends, redis ça. Ce poids, il s'appelle Séné. 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 Ok. Et c'est le nom du jeu, parce que ça, les épologues disent le jeu Sénet. On ne dit pas Sénet, c'est Séné. Séné en cop, ça veut dire damier. Ça, c'est l'Awalé, tu vois. Mais Awalé, c'est aussi Séné. Vous voyez, Séné, c'est le jeu usuel, le jeu de société, en fait. Ouais, c'est mon nom. Est-ce que c'était le jeu d'échecs? Parce que quand tu dis le damier. C'est ça qui a donné le jeu d'échecs. Le jeu que tu vois ici, là, c'est le jeu de société. En fait, le jeu de pions. Avec les pions. Ça veut dire que le jeu d'échecs, il n'a pas été inventé par les Indiens. Non. Non. C'est mon nom en plus. L'Awalé. Voilà. Awalé. Ça, c'est des bêtises. Putain. Je sais pas si on peut. Je sais plus dans quel document j'ai cette image-là. Mais attends, mort. Jeu d'échecs, peut-être on va trouver. Bon, mais ça veut dire. Tes ancêtres, c'était des grands joueurs de Séné. Ça se trouve. Mais jusqu'aujourd'hui, si tu vas en Afrique, si tu vois comment les gens jouent au damier, mais c'est comme si leur vie en dépendait. Le damier, c'est un sport national. Wow. Ouais, non, ça c'est. Ouais, non, c'est.
On va pas polémiquer dessus, tu vois, mais bon, c'est très bien, ils savent très bien nous savoir, tu vois. Donc voilà, les poids à Caen, en réalité, c'est des hiéroglyphes et ça fait partie d'un héritage parce que les poids là, on donne jamais ça aux étrangers comme ça, sauf dans certaines situations bien précises, pour situer un contexte bien précis, mais ça fait partie d'un paquet qu'on appelle le dia. Et ce dia, là, il est transmis de génération en génération. Comme le secret des hiéroglyphes était transmis de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, et vice-versa. Voilà. Donc, à l'époque où la société Akan n'était pas sociologiquement perturbée, l'enseignement du message et du langage contenu dans le dia était dispensé aux individus des deux sexes dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Sans initiation au langage imagé, il est pénible de prendre part aux discussions importantes. Ce mode subtil de communication est un langage d'individus parfaitement au courant des traditions et des coutumes. Polyglotte, c'est-à-dire il parle plusieurs langues, possédant une vaste culture intellectuelle, et pour qui la dialectique, c'est le fait de faire de la philosophie en combinant un principe avec son opposé et de les faire cohabiter ensemble dans l'harmonie. C'est ça la dialectique. C'est-à-dire, tu dis j'aime le chocolat, mais je n'aime pas le chocolat. Et tu fais une dissertation avec. Mais pas pour opposer les deux, mais plutôt pour réunir ça, en fait. Pour montrer que deux éléments contradictoires peuvent évoluer ensemble. Voilà. Donc, cette dialectique est un art qui est cultivé avec soin, un jeu. Parce que le nom même de ça dans les langues africaines, c'est mana. Et mana, ça veut aussi dire jouer, le jeu. Et c'est aussi la racine de ce jeu-là. On peut dire mana ou séné. Donc la racine, en vrai, c'est ana, aîné, un truc comme ça. Voilà, donc c'est un jeu, un plaisir et un passe-temps. Donc les hiéroglyphes, même à la base, c'était conçu comme c'est un jeu. Même les mathématiques, tout ça, excusez-moi, c'est des gens qui jouaient. Et à partir de ce jeu-là, ils ont vu que ça rassemblait la société. D'où le fait que ça symbolise le dieu Amon. Parce que le dieu Amon, c'est le dieu de la civilisation, en quelque sorte. Et par exemple, si je veux un peu dériver dans le côté politique, vous allez voir que en général, pour calmer la population, les dirigeants vont organiser des jeux ou vont créer du divertissement, des choses comme ça. Eh bien, ça vient en partie de ce hiéroglyphe-là parce que le nom d'Amon, ok, Mahana, surtout dans les langues bantou, tout ça, ça signifie la paix. Je crois si Amani, Amana, peut-être en Swahili, je sais plus. Mais en tout cas, les langues Imani. bantou, Imani, voilà, Imani, ouais, c'est la c'est, paix. ouais. Mais Alors, chez nous, si tu dis Amani, mhm, ça veut dire grâce, c'est la grâce, mhm, gracier, grâce. grâce. Euh, Imani, et Amani, attends, c'est Amani, c'est la grâce, et Imani, c'est, je sais pas, c'est comme, je crois que c'est plutôt la compassion ou c'est lié avec la compassion, l'amour, plutôt compassion, je dirais. Mais attends, parce que je sais que la paix dans les langues bantou, c'est cette racine-là, Amani. Attends, Ouais. je vais vérifier ça tout de suite. Mais est-ce que jusque-là, il y a des questions ou non, pas du tout. Non, franchement, en tout cas, Des Koulibaly, c'est remarques. fort, hein, ça. Genre, franchement, c'est fort de fou. En fait, c'est vraiment le genre de choses, quand t'entends ça, t'es t'es fier, en fait. Tu te dis, putain, ouais, ok. T'as envie de le crier au monde entier. Oui, on découvre plein de choses hein, le vendredi. Hein. Je sais net. Ouais, ouais, ouais. Carrément, je tape ça. Ça me termine. Bah, ouais, quand tu tapes ça, le Sénète et le jeu le connu de l'Égypte antique. C'était ouf. Et ça veut dire Séné, c'est comme ça qu'ils disent les Hakans, c'est ça? Oui, c'est né. Attends, où est-ce que j'ai mis ce document? Ouais, c'est bon. Dit Koulibaly. Oui. Si je ne me trompe pas, euh,
le dieu de la lune et Thoth. Ils ont joué au Séné pour dealer les 5 jours de plus pour Geb et Nout pour avoir les enfants. C'est bien cela? Je connais pas ce mythe. Ok. Parce que j'ai vu qu'ils ont joué à ce jeu et ça s'appelait Séné, mais je ne savais pas c'était quoi. Mais c'est Mais possible. C'est possible parce que ça là, c'est aussi le nom de l'œuf primordial. Hmm. Tu vois, et vraiment le chiffre 5 qui rentre dans cette conception-là aussi, donc c'est Exact. possible. Ouais. Mais C'est après Koulibaly, qu'ils- pardon. Oui. Koulibaly, c'est une Oui. question du coup. Euh, Vu du coup, voilà, l'hiéroglyphe, ça va être une écriture universelle pour les peuples africains. Du coup, les BT, par exemple, bah, ce jeu, eux, ils vont l'appeler Awale. Du coup, ça veut dire que la Ah ouais. graphie, il faut l'appeler Awale aussi, du coup. Oui, tu peux. Tu peux appeler ça Awale. Ok. Mais du coup, ça voudrait dire que du coup, le signe directeur, ce serait le jeu, du coup. C'est toujours le jeu. Bah C'est oui, du toujours coup. le jeu. Oui, Dans oui, ce oui, cas-là. ok. Ok, c'était ma Dans ce question. cas-là, c'est toujours le jeu. Mais par exemple, avec la plante, tu peux, parce que il y a certaines, par exemple, quand tu dis ça, si tu considères ça comme le jonc c'est une plante sauvage. Le nom de la plante sauvage en malinké, c'est Yalale. Tu vois. Mais il faut vraiment être au courant du truc, en fait. Ouais. Pour que tu puisses lire directement avec ça, là. Yalale, pour dire Awale. Ouais. Bah oui, du coup, putain. Bah, il y a là, les Awale. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. En Swahili, pour dire la paix, on dit Amane. Vous Ouais, voyez? La oui, paix. ouais, c'est ça, ouais, carrément, ouais. Amane. Pour dire en Hausa, pour dire l'ami, on dit Amini. Amini. C'est ça qui va donner ami en français. Ami, c'est le nom d'Ama en fait. Parce que pour dire ça là, les Dogon vont dire Ama, Dieu. Donc Ama, Dieu, ok. Mais Amini, c'est l'ami intime en fait, pour être plus précis, l'ami intime. Ok. Et Amini, Ensuite, Amini, en tout cas, dans ma langue, ça veut dire faire confiance, croire. faire confiance. Voilà. Tu vois, en Wolof, ils vont dire Amana, loyauté, la confiance. C'est le même mot. Ah. Et Amane, en Swahili, c'est la paix. Mais si on remonte dans les langues mandingues, ok, on va avoir Mana ou Et Mangu pour dire Awale, ça veut dire s'amuser. mon ami en BT. Awale, ça veut dire mon ami en BT. Parce que le M devient W. Tu vois, même si tu renverses même la lettre, tu vois ce que ça fait. Donc, Ouais. dans les langues mandingues, ça va devenir Mangu ou Mana, Mani, pour dire rigoler, s'amuser, se divertir. Donc, Putain. le divertissement emmène la paix. Voilà pourquoi on fait les jeux aussi. Ah, Oui. d'où les Romains qui t'ont sorti du pain et des jeux pour calmer les Voilà. foules. Parce que même monde c'est la nourriture. La nourriture qui est cuite, qui est prête, on dit à mon an, c'est cuit, c'est prêt, tu peux manger. Et c'est le nom du paradis aussi. Donc c'est très poussé, tu vois. C'est-à-dire que avec ce hiéroglyphe-là, tu fais de la philosophie politique. Avec ce jeu-là, tu fais de la philosophie politique. C'est le même concept. Je vais Donc ça rajouter, va très loin. Pardon? Au Sénégal, Mhm. avant, le Jollof, il s'appelait Wallo. Mhm. Et Wallo Voilà. veut dire le pays de paix, comme genre le paradis, quoi, comme Éden. C'est ça. Mais justement, c'est le Wallo égyptien qui a donné le paradis. C'est cette région-là. Ouais. De la basse Égypte. On appelle ça Wallo. Wallo, ça veut littéralement dire delta. Exact. Le bas-fond, les marécages. C'est ça Wallo aussi. Ouais, Silla Donc, le Akiri, il a paradis. fait Et c'est une là-bas référence que là-dessus. c'est là-bas que Isis, elle a accouché aux Russes. Ah, Oui. C'est le royaume d'Isis en fait. Cette partie-là. Isis, Nate, Hathor, c'est le royaume. purée. Et au Sénégal, autant le Wallo, c'était des reines qui dirigeaient le Wallo. Mhm. C'était pas des rois. Ouais. Ouais. Et Djombot Mbotch et autres. Ouais. Effectivement, je Waouh. crois même. Je vais avoir une image ici de une des reines du Wallo. Mhm.
Et justement, c'est l'un des ouvrages les plus importants qui a été fait sur les migrations ouest-africaines. C'est un noble du Wallo, justement, qui a fait ça, Yoro Diaw. Je sais pas si tu le connais. Mhm. Mais ça, c'est sénégalais, ce nom-là. Yoro Diaw. C'est où? Yoro Diaw, il est Peul, lui, de par son Oui, nom. c'est justement, c'était un peu Oui, du Wallo, oui, tu vois, oui, oui. un prince. Exact. Parce que les Modj, ce sont les princes du Wallo. Ouais. Et vraiment, l'ouvrage qu'il a fait, on appelle ça les cahiers de Yoro Diaw. Et c'est très important. Il donne les noms des peuples qui ont migré de l'Égypte, en tout cas qu'il a pu recenser. Il donne les noms même des rois envahisseurs qui les ont chassés. Mhm. Donc, il est vraiment très... En tout cas, ceux qui les Djeli, qui lui ont donné les informations, ils ont été très précis. Bien reçu. Là, voici. Yes. Du Wallo. Vous voyez la couronne, on voit typiquement l'inspiration égyptienne. Même, je ne sais plus si c'est le Tariq el-Soudan ou quel autre Tariq là. Mais en tout cas, il y en a un qui raconte que quand ils arrivaient à la cour du Ghana et du Mali, ils trouvaient des tissus en motif égyptien. Eh oui. Eux-mêmes, les Arabes, tu vois. C'est ce que leurs ancêtres disent. Mais bon, aujourd'hui, leur bouche a changé. Attends, leurs ancêtres, ils ont dit quoi? J'ai pas entendu. Ils ont dit que quand ils sont venus visiter l'empire du Ghana et du Mandé, ils ont trouvé dans la cour du roi des tissus avec des motifs égyptiens. Ouais, des motifs de l'Égypte Ah ouais? antique. Ouais, ouais. T'as les sources de ça? Justement, je ne sais plus si c'est le Tariq el-Soudan ou si c'est un autre Tariq, mais je pense que c'est le Tariq el-Soudan. Sinon, tu prends l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop et tu vas trouver l'information, les sources, tout ça. Il en parle. Après, de toute façon, historiquement, c'est connu que qu'il change de discours quand par exemple, Théodore de Sicile, dans un de ses livres, il dit que ce sont tout ce qui est les Syriens et tout, qui lui ont dit que la circoncision, ça vient des Africains, mais maintenant, c'est pas ce qu'ils disent, tu vois. Ouais. Donc bon, en vrai, ça sert à rien d'attendre de l'honnêteté de ces gens-là, je pense. Non, c'était juste pour la petite vanne. Du coup, ici, vous avez les poids en motif géométrique. Donc, ceux-là, on utilisait ça sûrement plus pour tout ce qui est arithmétique, géométrie, du coup, mesure de la Terre, en tout cas, les trucs mathématiques, en quelque sorte. Utiliser ça pour ça. Ils ont même souvent des poids à peser l'or avec des labyrinthes. Oui. C'est même un des indices qui montre que possiblement la 13e ou la 12e, en tout cas cette dynastie-là, c'était des Akans, parce que c'est eux qui ont fait le labyrinthe, que dont Hérodote même parle dans son ouvrage et tout. Et eux, ils ont vraiment les poids pour les figures architecturales de l'Égypte. Par exemple, là où vous voyez la pyramide rhomboïdale, ok, qui est la pyramide de ce pharaon-là. Est-ce qu'il est... C'est pas Djoser? C'est ça, Hmm. Djoser. Ouais. Et les Akans, la majorité de leurs pyramides sont faites comme ça, de cette manière-là. Ah, ça, tu vois. Tu vois, ça, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas de dire ouais, mais vous n'avez pas de pyramide et tout à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, tu sais, même ce que tu as dit tout à l'heure, Koulibaly, quand tu disais que à la base, c'est une confédération de peuples et que, en fait, le fait qu'ils aient changé même de territoire, ça les a un peu, si je puis dire, déboussolés ou quoi. Enfin, en fait, en soi, quand tu fais preuve de bonne foi, en fait, tout est logique en soi. Alors. Oui, tout est logique. Par exemple, là, c'est la pyramide des Askia. On les enterrait dedans. Les Askia, c'est les empereurs de l'empire Songhai. Les Songhai, même, d'eux-mêmes disent qu'ils viennent d'Égypte et tout. C'est un peu comme les cousins des Soninké. Et leur roi était enterré dans des pyramides. Et comme la pyramide rhomboïdale. Oui. Ouais. Donc, ça montre que les Songhai et les Akans, à la base, c'est le même peuple, en fait. S'ils ont les mêmes formes de pyramides. Putain. Et on sait que le peuple aujourd'hui qu'on appelle Akan, il y a un bon nombre qui ont séjourné
dans la vallée du Niger. Oh, la vallée du Niger, c'était l'Empire Mandé. Tu vois. Les Songhai, c'est des Mandés, comme les Soninké. Même si vous prenez, il y a un fleuve au Mali qu'on appelle Baoulé. Oh, Baoulé, c'est le nom d'une ethnie Akan. Vous voyez, c'est ce fleuve-là. Ah, ils sont en Côte d'Ivoire, eux. Les Baoulés, oui, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Baoulé. On a ici Banfing. Banfing, c'est aussi un des noms d'un autre groupe Akan. Là, vous avez Bani. Bani, c'est un nom totémique Akan. Comme Charles Konan Bani, par exemple, qui était un premier ministre ivoirien, qui était Baoulé. Charles Konan Bani. Bagoué. Bagoué, vous retrouvez des fleuves Akan qui s'appellent comme ça, Bagoué. Ça, on est en plein empire mandé. Bon, si c'est pas le même peuple, comment ils appellent les fleuves pareils et des noms de peuples et tout? Mais Koulibaly, Oui. toi, étant ivoirien, est-ce que tu as déjà entendu des gens dire petit baoulé? Petit Baoulé, non. Ah Pas, ouais, pas. jamais? Ok. Parce que nous, chez nous, je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, on disait ça, nous. Non, peut-être pour les taquiner, parce que quand tu dis petit, c'est mon petit, quoi, tu vois. Ouais, Peut-être qu'il y a une sorte de parenté à plaisanterie entre vous. Parce qu'il y a des alliances entre certains peuples qui font qu'on peut s'insulter, se chamailler. ouais, Il n'y a sûrement. rien, quoi. Hmm. Souvent, c'est avec des choses comme ça que on se rend compte qu'en réalité, on a le même peuple. Quand en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu la guerre civile entre les Mandingues et les gens du Sud, les Akans, et même les Bété, les Krou, c'est bête. C'est idiot parce que on est les mêmes, en fait. Ouais. Mais bon. C'est compliqué, hein, l'unité noire. Moi, c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, d'ailleurs. Mais en fait, on n'est pas solidaires entre nous. C'est dur. Mon truc, il a sauté, bizarre. Allô. J'en Allô? profite pour vous dire bonjour. Coucou. Je suis au travail. Ouais. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Ok. Bon, je vous écoute, mais je suis au travail, donc. Ok, après. Ok, après. Le truc, il commence à me saouler, lui. Du coup, on était là. Et là, ici, vous avez tous les modèles de pyramides chez les Akans. Donc, c'est essentiellement la pyramide rhomboïdale. Ça, c'est leur modèle préféré. Et vous avez un livre pour ça. On voit la photo dans le groupe. Ça s'appelle Sciences et techniques des Baoulés de Jean-Noël Loukou. Mais du coup, c'est quoi le vrai nom de Djoser? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être si je vois le hiéroglyphe, je pourrais essayer de décrypter. Est-ce qu'il y a moyen que tu remettes le slide sur Hatshepsut là? Parce que tu as mis son vrai nom et j'ai pas retenu. Marquez ça. Ok, Camara. grazie. Et du coup, Opponé, ça c'est le vrai, c'est le nom endogène de Punt. Ok. Attends, excuse-moi, vite fait, hein, je dois répondre à un appel et je reviens. Vas-y.
Allô? Yes, sir. Ok. Euh, Du coup, j'ai envoyé dans le groupe la référence pour voir les poids, tout ça et tout. C'est un livre que, en tout cas, j'ai pas pu trouver sur Internet, mais si vous allez à la librairie Taméry, je pense qu'il peut vous avoir ça. C'est là-bas que j'ai acheté, en tout cas. C'est à Paris. Ils ont un site Internet aussi. C'est pas de la pub. Ouais, Ah. mais franchement, tous les livres de Motonde, ils sont rades, hein. Rad, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'ils sont en sec, quoi. Ah, mais ça, je pense que c'est pas de leur faute, hein. C'est à Niger qu'il faut s'adresser. Parce que eux c'est des distribs. Ouais, ils distribuent. Mm. Donc, si le gars, parce que même en temps, quand j'étais allé chercher des trucs de Dimon-Barry, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ils ont dit, ah, eux, c'est plus de la distrib. Donc, si les auteurs, ils n'envoient pas les stocks suffisants, c'est chaud pour eux, quoi. Dommage. Ouais. Mais je crois à Niger, tu peux commander sur leur site directement. Tu Ouais, vois. bah, c'est... Non. Donc, par exemple, vous avez ce poids à Caen là, qui correspond exactement au hiéroglyphe directeur de Horus. C'est quand vous regardez même le design, mis à part les traits là, c'est le même truc. Et par exemple, les balafres qu'ils ont ici là, ça veut dire que l'ethnie entre guillemets qui a fait ça venait possiblement de Nubie. Parce que la majorité des Égyptiens ne se taillaient pas le visage. Ils faisaient pas des balafres là-bas comme ça. Ceux beaucoup qui faisaient ça, c'est les Nubiens et ils les appelaient Niak. Même je crois même en Wolof, peut-être Asta, tu peux nous aider. Niak, c'est C'est un vrai. terme un peu péjoratif. Oui. Qui signifie tous les autres ethnies, sauf Mhm. les Wolofs. Voilà. Exactement. Ouais. Les Niak. Pardon. Les Niak. Voilà. Niak, ça veut dire ceux qui habitent dans la forêt en égyptien ancien et qui se tailladent, qui font les traits. Ça veut aussi dire les vauriens. C'est ça qui va donner Néhési après, pour dire nubien. Il y a Niak, Niakou, Niaki. Mais quand il disait ça, c'était pas parce qu'il les méprisait. Certes, il y avait la dimension de nous et les autres, parce que les Égyptiens avaient une haute estime d'eux-mêmes. Mais c'est à cause surtout de l'alliance cathartique. C'est comme ce que tu as dit tout à l'heure, là, à Wale et tout, que quand vous voyez les baoulés, vous les appelez petits baoulés. Ouais, petit, mon fils. Nous, souvent, quand on voit des gourous ou les abrons, par exemple, ouais, petit bâtard, là, mon esclave, ou bien les peu le même. Ouais, mon esclave, vendeur de lait, là, enfant des vaches, tu vois, non? C'est des trucs comme ça entre les Africains qu'on fait. C'est vrai. Mais Jusqu'à Niak, présent, on le fait. par exemple, c'est Niak qui va donner Négus ou Néga dans les langues éthiopiques pour dire le roi, par exemple. Donc, ça montre qu'à la fois, ça veut dire vaurien, mais ça veut dire roi. Pourquoi? Parce que ils savent que les Nubiens, quand même, c'est leurs ancêtres. En quelque sorte. Et il y a eu plein de rois et de reines nubiennes. La majorité des reines égyptiennes venaient de Nubie. C'est-à-dire que pour légitimer ton pouvoir, il fallait aller chercher une Nubienne pour être l'épouse divine. Et la majorité des prêtresses aussi du culte d'Amon, c'était des Nubiennes. Quand vous prenez même dans la Bible aussi, je ne sais plus exactement quel passage malheureusement, mais quand Moïse, ils vont pour prendre Israël et tout machin, ils vont avec Aaron, Myriam et tout, mais il y a un prêtre parmi eux qui s'occupe de certains rituels qu'ils ont appelé Pa-Nehesi. Et Pa-Nehesi, ça veut juste dire le Nubien. Quelque sorte. Donc, depuis l'Antiquité, ils sont très vénérés, quelque sorte. Donc c'est encore une preuve que les vrais juifs, en fait, c'est des noirs, quoi. Bon, ça dépend de ce que tu appelles juif. Ouais, mais je veux dire, ce qu'on appelle aujourd'hui les Israélites. En fait, c'est ça, c'était des noirs. Quand on parle des 12 tribus et tout ça. Parce que moi, j'entendais ça depuis des années, j'entendais parler de cette rumeur comme quoi les vrais Israélites, les 12 tribus d'Israël, c'est des peuples noirs, en fait. C'est 12 tribus de peuples Je ne noirs. vais pas dire peuple noir, mais peuple métissé. Il y avait de tout dedans. Parce que un des noyaux qui est parti pour devenir les juifs, c'est les Apirous. Les Apirous,
c'est les descendants des Hyksos qui étaient mélangés avec les Égyptiens. Tu vois. Et tu avais des Égyptiens dedans, tu avais des Nubiens, tu avais plein d'ethnies en fait. En fait, quand tu prends un peuple, il n'y a pas de peuplement, on va dire, homogène. Tu vois. Il y a peut-être un noyau central qui dirige, mais le peuple en lui-même, c'est presque toujours un agrégat de plusieurs entités. Et même quand ils vont dans cette région-là, elle n'est pas vide. Tu vois, ils trouvent des gens. Et même la théorie de l'exode, c'est absurde. Parce que Canaan, Israël, c'était sous autorité égyptienne. C'est les préfets égyptiens qui administraient le territoire. Donc, vous ne pouvez pas fuir l'Égypte pour rester en Égypte. Ça n'a pas de sens. Le Ouais. texte de l'Exode, c'est un texte initiatique. C'est tout. C'est juste un texte initiatique pour symboliser la C'est comme. naissance d'un peuple, de l'univers. C'est pour ça qu'il y a le fleuve. Quand un enfant naît, la mer perd les eaux. Tu vois, l'eau coule et tout, etc. C'est pour ça qu'ils font le fleuve pour passer, par exemple. C'est un truc initiatique. Donc, même chez les Baoulés. Ça montre que même il y avait des Baoulés parmi eux et vu qu'ils vivaient dans le delta, ils ont côtoyé les Baoulés. Les Baoulés disent que leur reine Abla Pokou, quand elle a fui la Chantilly, elle a sacrifié son enfant, ok? Et puis il y a une lignée d'hippopotames qui se sont alignés pour diviser la mer, ils ont marché dessus pour partir. Mais si tu prends le nom de l'enfant en Akan, c'est Ba, ok? Quand tu fais le sacrifice, c'est Baou. Et dans les langues mandingues, pour dire le bélier ou le bouc, c'est Ba. C'est pour ça que eux, chez eux, c'est le bouc ou le bélier qui prennent pour remplacer le sacrifice de l'enfant. Mais en mandingue aussi, Ba, c'est le fleuve. Tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, donc le sacrifice de l'enfant a été remplacé par le sacrifice du bélier. Donc, Du en bélier fait, c'est ce qui a été récupéré dans les textes bibliques, en fait. hébraïque à la base. Tu vois, donc, ces gens-là, il y avait de tout. Vraiment, il y avait de tout. Mais par contre, si on parle des Juifs maintenant qui sont là installés actuels, eux, ils n'ont rien à voir avec ceux qui étaient là à la base, vu que c'est des gens d'Europe de l'Est. Parce que tu vois, C'est eux aujourd'hui qui foutent la merde, en fait. Hein. on va dire que c'est un peu là la nuance. Donc, si on revient à ce hiéroglyphe, ça représente une face, quelque chose comme vous le voyez ici, avec la barbe de la divinité. C'est ça aussi qui est repris sur cette statue. Par exemple, vous voyez quand le pharaon il portait la barbe, ok, que eux ils appellent la. C'est un peu. En tout cas, ils donnent un nom bizarre. En tout cas, la barbe de l'ancêtre que le pharaon il porte, tu vous retrouvez ça sur quasiment presque toutes les statues baoulées. On retrouve ça. Donc, ça montre la filiation même. Et baoulé, ça veut aussi dire les nobles, les enfants nobles, les enfants de Dieu hein, aussi. Et en copte, par exemple, ils vont lire la face, la clé, ok, pour dire la figure. En Chiluba, ça devient Koulou, l'ancien. C'est vrai que souvent, dans certains textes antiques, vous allez trouver, on va dire Horus l'ancien, ok, parce que c'est Koulou. Ensuite, Oro, le noble, ok. Le H, il peut se transformer en B et le R en L. C'est pour ça qu'on a baoulé ici. Oui. Ensuite, en Djoula, Kéré, la guerre, parce que Horus, c'est un roi guerrier, un roi conquérant. En nubien, Koré, le roi. Et en Senoufo, Clé, Dieu. Donc Horus, il est le dieu de la guerre, le dieu de la royauté, de la noblesse, le dieu de l'ancestralité aussi, parce que c'est l'ancien. C'est le premier homme, en quelque sorte, le fils de Dieu. Et ça, Horus. En BT, on dit Koulou, visage. Visage. Voilà. C'est la même racine que le copte. Non. En tout cas, les BT, c'est sûr que c'est des Soudanais. Tu vois, par exemple. C'est pas des gens qui viennent d'Afrique centrale, en tout cas, à mon sens. Bon, ils viennent d'Afrique centrale vu que tout le monde vient de là-bas, tu vois. Mais si on prend cette période, on va dire de l'Antiquité, tout ça, ils étaient au Soudan. On en reste à savoir dans quelle partie du Soudan ils étaient. Donc là, je vais vous passer une vidéo. Je vais vous demander d'être attentif aux animaux qui vont vous présenter et on va dire au sens qu'ils vont donner à ces animaux-là en quelque sorte, à ces poids. Oiseaux de même plumage s'assemblent, ce qui est un appel à la solidarité au sein du clan et la fidélité à la famille.
celui qui se trouve au milieu du fleuve n'injurie pas le crocodile. Les guerriers Ashanti sont comme les épines du porc-épic. Il en tombe 1000, il en repousse autant. Le peuple Ashanti est celui qui a pris au fil des siècles l'ascendant sur les autres peuples à Caen. Est-ce que vous voulez que je remette? Ouais. On va le faire. Ok. Oiseaux de même plumage s'assemblent, ce qui est un appel à la solidarité au sein du clan et la fidélité à la famille. Celui qui se trouve au milieu du fleuve n'injurie pas le crocodile. Les guerriers Ashanti sont comme les épines du porc-épic. Il en tombe 1000, il en repousse autant. Le peuple Ashanti est celui qui a pris au fil des siècles l'ascendant sur les autres peuples à Caen. Est-ce que là, vous avez assimilé ou vous voulez encore J'ai noter? une réflexion par rapport à ce que je suis en train de, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait là, Mhm. par rapport à notre période et surtout par rapport à ce qui est dit. On est d'accord on est tous d'accord que les Égyptiens sont africains. On n'a plus besoin on n'a plus besoin vraiment de le prouver réellement parce que peut-être pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour les frères qui ont des doutes et qui se posent des questions, le fait de faire des cours comme tu fais, ça permet aussi cette réflexion justement. Mais j'ai une interrogation qui me revient quand je regarde ce reportage-là. Très souvent, ils sont en train de, les locodermes, les occidentaux, ils font très régulièrement des musées, des reportages qui parlent de l'Égypte ou quoi que ce soit. Et ils sont très souvent en train d'expliquer nos œuvres d'art, entre guillemets, nos fétiches et nos statues. Ils les mettent dans les musées et tout ça. Et je me dis, et pourtant, c'est les premiers à nous reprocher nos sculptures, nos trucs, comme si c'était de la sorcellerie, ainsi de suite, quoi. Tous les trucs négatifs. Mais c'est les premiers à se faire de l'argent dessus. Et je me dis, mais c'est quoi l'idée après de leur part? Parce que en fait, ça nous donne quand même du crédit, vu que même si il falsifie un petit peu l'histoire, mais et ça nous donne quand même une certaine valeur, parce qu'en réalité, ils mettent en avant nos sculptures. Est-ce que vous voyez un petit peu la réflexion? Et je me dis, mais nous, dans cette histoire, on n'est pas valorisé, mais si on fait quelques recherches et on arrive à prouver le contraire, en fait, en gros, ils nous ont valorisé quand même, quoi, en fait, malgré tout. Voilà, c'était ma réflexion. Moi, je suis d'accord. En tout cas, ça montre la contradiction de leur manière de faire. Et nous-mêmes, notre contradiction aussi, tu vois. C'est ça. Et c'est là où je me permets, excuse-moi de te couper, parce qu'en réalité, je viens encore de réfléchir à ce que je viens de dire et en même temps, je me dis, mais vraiment, je pense on sait, maintenant, on pourrait savoir limite comment nous y prendre pour refaire valoriser notre patrimoine culturel et historique. Ils ont déjà fait le travail. À nous de valoriser et dire, regardez ça à nous. Et maintenant, l'histoire, c'est nous qui la racontons à notre manière. En fait, le travail, limite, il est déjà fait, quoi. Et à nous de nous approprier ce qu'il y a à nous, quoi, en gros. Et de prouver, juste à prouver et de démentir ce qu'ils ont déjà fait eux pour dire que genre, c'est... en fait, parce que comme ils le racontent, genre, ils disent pas spécialement si c'est au blanc ou au noir ou c'est à qui, tu vois. Et c'est là où peut-être on a une petite place, je pense. En fait, tu vois, moi, ma stratégie dans ce genre de cas-là, c'est que je n'essaie pas de leur prouver quoi que ce soit.
Je leur dis juste, écoutez, vous pensez que vous faites ça, vous faites ceci, vous faites cela, vous pensez que vous avez le monopole du truc, ok? Il n'y a pas de souci, moi je vais pas remettre ça en cause. Mais regardez, c'est bizarre, mais quand on va en Afrique, on voit ça, on voit ça, on voit ça. Et quand on prend les langues, même quand on prend vos objets à vous, on voit ça, tu vois. Donc finalement, ça montre que on fait le même truc, tu vois. Mais indirectement, que la personne soit intelligente ou pas, elle va avoir un bug automatiquement. T'es pas en train de l'attaquer, tu vois. Tu es en train de montrer que, eh bien, ce que tu fais et tu penses faire là, eh bien, je le fais aussi, mais à la différence, toi, ce que tu fais, c'est basé sur ce que moi je fais. Et moi, ce que je fais n'est pas basé sur ce que toi tu fais. Quand la personne, elle comprend ça, d'elle-même, elle commence à réfléchir. Tu n'as même pas besoin d'aller dans Ouais, les... c'est- ouais, je suis d'accord. Je suis désolé. En fait, dans ma réflexion, c'est vrai que tu n'as pas besoin de leur prouver, mais en réalité, c'est à nous qu'on a besoin de prouver, pas à eux. Voilà, merci. C'est Plus à c'est en nous-mêmes. fait par rapport à leur travail qu'ils ont déjà fait pour nous. Nous, on a juste à confirmer ce travail en disant, bah, regardez, ces statues, ça ressemble à ça dans notre culture. Et ça, quoi, par exemple, tous les monuments, tous les trucs, tout ressemble un petit peu à notre culture à nous. Et regardez, en fait, ce qu'ils disent depuis des années et qu'ils disent à demi-mot, ou entre guillemets, ils cachent, bah, en fait, Mhm. la réflexion, elle est là. C'est la bonne réflexion par rapport au statut, au fétiche, ou toute la réflexion de l'historique africain. Et là, on s'approprie notre propre histoire qu'ils ont essayé de falsifier. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, totalement. En fait, le travail, ils l'ont déjà fait. À nous de continuer sur leur travail et ils pourront pas. Ça va être compliqué à eux de prouver le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, mais c'est très, j'avoue. En tout cas, quand tu arrives avec le document, quand tu es honnête intellectuellement, tu peux pas discuter. Et même si tu essaies de discuter, tout de suite, tu es bête. Tu vois, c'est comme genre, ça me fait penser, genre, je sais pas si vous connaissez Michel Onfray. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Bah, honnêtement, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est en tout cas le philosophe français le plus, C'est un essayiste, comme ils disent. en tout cas, actuellement, c'est le plus connu. Vous voyez, c'est lui qui passe sur les plateaux télé, c'est lui qui vient nous insulter, les woke, les machins. avant c'était BHL, hein. Avant c'était Ouais. BHL, hein. Parce que BHL, Mais, il était mais connu lui, comme étant un écrivain, mais lui, par contre, philosophe il et est moins tout. sombre. Il est moins sombre que BHL, tu vois. Oui, 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 Bon, je connais les deux, hein. BHL, il a été BHL, même en bon, Syrie, hein. Il était en Syrie, il était en Libye pour aller accompagner la guerre, quoi. Les mecs, il a escorté la guerre dans les pays des autres. C'est ce qu'il est en train de faire encore Ouais, bah ah, mais oui, pour les fêtes. écoute. d'après le Sèche Covid, toujours les Lévis. Ça fout. Et ben lui là, très souvent, genre dans ses interventions, il dit que les œuvres d'art africaines et tout machin, c'est en dessous de, par exemple, la chapelle Sixtine ou de Vinci ou d'un tableau du 18e siècle de l'Europe et tout, etc. Et que le dire, c'est pas être raciste, c'est juste reconnaître les faits et l'évidence que on peut pas comparer ça avec une vulgaire statue africaine, machin. Et dans une de ses interviews, il va même plus loin, il dit que Marcel Griol, donc, qui a recueilli les témoignages de Gotemeli, le prêtre d'Ogon, tout ça et tout, et de quasiment bon, une bonne partie des initiés d'Ogon. Il dit non que ces gens-là, ils font du roman, il a utilisé une expression là, du roman colonial, tu vois, du romantisme colonial. C'est-à-dire que c'était des Blancs qui venaient découvrir l'Afrique et ils inventaient des histoires. Et quand on leur racontait ces histoires-là, on leur mentait basiquement. C'est ce qu'il disait. Donc, tous les travaux de Riol et tout machin de Hugo Temeli, il faut jeter à la poubelle, faut pas regarder. Or, ça montre que lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Parce que quand il parle de peinture occidentale du 18e, par exemple, qui serait supérieure à un fétiche africain, bon, il y a une image ici que j'ai souvent présentée. Je vais vous la remontrer. Et que c'est des choses, c'est vraiment simple à vérifier. Est-ce qu'il est, il est là?
par exemple. Mais après la plupart des personnes comme lui qui parlent à la télé, c'est des gens qui connaissent rien à rien. Ils sont juste dans leur petit domaine de merde et ils se permettent de s'avancer, de dire des choses sur des domaines qu'ils maîtrisent pas. Donc, Oui, là, on va pour être prendre intéressant, une des peintures qui est si chère à son cœur. Ok? Vraiment, ça, c'est c'est la quel style? peinture, voilà, classique, européenne, que, voilà, on valorise partout. Bon, ça, là, ça représente le fondateur de Rome, qui s'appelle Énée, avec ses suivantes et tout. Bon, déjà, premier fait notable, vous voyez des peaux de léopard, de trucs de tir et tout, entre guillemets, machin. Bon, Africain. ça, c'est pas des animaux qui vivent en Europe. Encore, en Inde, on aurait pu comprendre. Ils ont des casques de prêtre avec des peaux tachetées. En Amérique du Sud, on aurait pu comprendre. En Afrique, on peut comprendre, mais en Europe, ça se comprend pas. Oui. Surtout à cette période-là, ça se comprend pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il utilise des animaux des pays du Sud dans sa peinture? Déjà. Et quelle est la signification? Bon, si on prend les langues africaines, on aura Isoba, la hyène rayée en particulier, pas la tachetée. La hyène rayée, c'est Isoba. OK? On aura CB, fétiche, parce que l'image, c'est un fétiche. En Bakaka, Esob, la civette, animal tacheté. En Chiluba, Seba, peau d'animal. OK? En Bambara, Sebe, écriture, papier, dessin. En Mboshi, Asoba, léopard. En copte, CB, éducation. En grec ancien, Asop, le fleuve divin. Vous voyez que derrière, il y a un fleuve. OK? La Sop. En Wolof, Sabab, la genèse. Pourquoi? Parce que la vie est sortie de l'eau et elle s'est multipliée comme les taches sur les peaux des animaux. Voici typiquement le truc. Et la vie, c'est ça, quand vous prenez la division cellulaire, c'est le même modèle. Et les taches des animaux que vous voyez là, c'est fait en fonction d'une fréquence bien précise de vibration. Donc c'est de la haute science qui est basée sur les langues africaines. Donc, quand vous voyez ce genre de truc-là, dites-vous que le moyen le plus sûr de vérifier, par exemple, si Marcel Griol, les Dogons lui ont raconté n'importe quoi, c'est pas compliqué. Vous prenez la langue et vous allez vérifier. Et c'est là on voit que, bon, comme tu as dit, Moses, c'est des gens qui connaissent rien à rien et qui viennent parler juste pour parler. Ah, parce qu'il a cette réputation d'intellectuel, de philosophe. Donc, il se C'est sent ça. obligé de savoir, de faire penser ou de montrer genre qu'il sait tout, quoi. Il sait beaucoup de choses, qu'il est cultivé. Donc, c'est ça un petit peu, c'est de l'ego hein, qu'il y a là-dedans. Hein. Moi, je pense que alors c'est ma réflexion. Je pense pas que ça soit. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine culture, certainement. Et je pense il est juste là pour faire son rôle. Comme BHL, quand il faisait ses cris des appels pour aller à la guerre et tout ça. C'est un peu, le mec qui fait pencher l'opinion dans un sens ou dans un autre. Des fois, il a des réflexions intellectuelles qui sont plutôt bien tournées. Mais si j'ai bien compris, parce qu'avant, je me faisais avoir et je n'avais pas le recul assez profond pour pouvoir me rendre compte. Mais en réalité, sa stratégie, c'est d'emmener les gens dans un sens, de faire croire que c'est la bonne réflexion parce qu'il suit le courant de pensée. Par exemple, il a eu des discours assez simples. Je vous donne un exemple par rapport aux émeutes qu'il y a eu dans les quartiers. Il a bien défendu les jeunes de quartier, par exemple, dans certains points. Et en fait, derrière, c'est pour avoir un petit peu l'opinion avec lui pour pouvoir manipuler l'opinion. Derrière, après, il te fait passer des messages subliminaux. Et c'est là où il faut faire attention à ce genre de personnes, parce qu'en réalité, c'est de la manipulation qu'il fait. Ils savent très bien ce qu'ils font, et c'est pour mettre les gens dans une réflexion qui est celle de la désinformation en réalité. Et c'est ce que je pense. Non, c'est clair, ils savent très bien. Lui, il est comme Zemmour, mais en soft. Tu vois. C'est la version genre vraiment light. Très light. Voilà, c'est tourné vers le. Oui, moi je comprends les jeunes ou nanana. Il va avoir ce discours-là, mais derrière il va les animer, mais d'une autre manière. Tu comprends? Il va allumer toute la. Pas les jeunes, mais tout le monde en fait qui sont dans les quartiers. Dire les choses. Comment? Oui, les immigrés, c'est ça. Oui, oui.
Oui, les immigrés qui sont dans les quartiers et tout ça, et ben justement, il va manipuler l'opinion dans le sens où, et c'est là où c'est subtil, parce que personne ne voit sa manipulation. Tout le monde croit, en fait, on se dit, ah, bah, il défend les jeunes de quartier, c'est bien, donc tout le monde va être dans sa réflexion, tu vois. Mais derrière, si tu es pas subtil, eh ben, si tu n'as pas assez de culture, eh ben, tu ne verras pas la différence, en tout cas sa culture à lui, dans le sens où eux, ils veulent te manipuler, eh ben, tu ne verras pas la manipulation, en fait. Et c'est là où, en fait, quand je vois tout ce que tu mets là, parce que Français Camille, ils en avaient parlé, et quand il en a parlé, ben, je n'avais pas fait attention. Et moi, je pensais que Michel Offray, avant, je pensais qu'il était quelqu'un de... Ah, mais oui, Michel Onfray, il y a plein d'Africains qui étaient à fond, et qui sont à oui, fond, c'est ça. c'est ça le danger, comme C'est tu as pour dit là. ça. Il y a C'est plein de ça bons que je veux frères dire. qui sont C'est que, dedans. comme tu as dit, il va être soft par rapport à Zemmour, mais c'est détourné. C'est pour mettre les gens dans l'opinion de. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça que l'extrême droite, entre guillemets, est en train de prendre sa place dans le monde d'aujourd'hui à cause de gens comme ça. Parce qu'ils font passer les choses et au fur et à mesure, la réflexion, elle est en train de couler de source pour les extrémistes. Tu comprends? Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Mais s'ils te disent de l'art d'Afrique, ben attends, comment tu compares ça? Tu ne peux pas comparer les deux. C'est incomparable. Les arts de chaque Il y a pays. même pas de comparaison à faire. Tu vois, Bah l'art, oui, il c'est n'y a l'art. pas de comparaison. L'art, c'est Mais, l'art. Et si tu veux rentrer dans la comparaison, dans des trucs de supérieur ou supériorité, on va pas s'en sortir, en fait. C'est que là, on fait plus de l'art. On fait de l'idéologie. Chaque art doit s'apprécier avec ses règles, avec ses codes. Et même si tu n'apprécies pas un art, si tu veux le critiquer, connais au moins les codes. C'est-à-dire que toi-même, tu es fan de peinture européenne, etc., machin, mais tu connais même pas les codes qui sont utilisés. Et tu te permets de dire que c'est supérieur à tel. Connais déjà toi-même. Tu vois, Non, souvent, j'ai cette discussion avec des jeunes Européens ici, tu vois. Ils parlent. J'ai dit, mais attends, vous dites que les Grecs, les Latins, c'est vos ancêtres et tout. Tu connais même pas un mot latin. C'est grave. C'est que mais le vous-même, problème, c'est qu'il il se base c'est sur la ça. beauté du tableau. Vous Il se défendez base un sur la truc beauté. que vous connaissez même pas. C'est là que tu vois que ça tourne pas vraiment rond, tu vois. Genre, en tout cas, je pense que si tu veux défendre, c'est-à-dire que l'être humain, moi, j'ai pas en mode si tu es noir ou tu es blanc, tu dois aimer ceci, cela. En vrai, tu aimes ce que tu veux. Mais quand tu aimes ce que tu aimes, que tu le défends, faut connaître, tu vois. Si tu es noir musulman, que tu aimes l'islam, faut connaître la vraie histoire de l'islam, faut connaître l'arabe, faut connaître les trucs. Va venir t'arrêter et répéter comme un robot ce que les gens ils te disent. À ce moment-là, t'es un mouton. Moi, je vois ça comme ça. c'est ça. Moi, je suis d'accord. Et si on revient là, basiquement, la tête à camp là qui est ici, ça fonctionne exactement comme le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des codes bien précis qu'ils ont réunis pour mettre ça. Si par exemple, ils lui ont mis la barbe, c'est parce que Koulou, l'ancien et les anciens, ils ont la barbe. Voilà. Mais ça veut aussi dire le chef. Quand vous dites Corée, Auré le roi, le chef, etc. Machin. Je vous remets la vidéo une dernière fois, puis après on va passer on va dire à la signification en hiéroglyphe. Oiseaux de même plumage s'assemblent, ce qui est un appel à la solidarité au sein du clan et la fidélité à la famille. Celui qui se trouve au milieu du fleuve n'injurie pas le crocodile. Les guerriers Ashanti sont comme les épines du porc-épic. Il en tombe 1000, il en repousse autant. Le peuple Ashanti est celui qui a pris au fil des siècles l'ascendant sur les autres peuples Akan. Donc là, vous voyez, vous avez le poids Akan du porc-épic, du hérisson. Ici, sur cette structure, vous avez la graphie hiéroglyphique qui désigne le nom de l'Égypte elle-même. Bon, si on prend, oui, cette graphie-là, c'est le signe pour dire Égypte. En tout cas, les égyptologues traduisent par Égypte. Celle qui est entourée en rouge? Tout ça, c'est tout ça. Le rouge là, c'est le signe directeur, on va dire. Ok, et ce signe directeur, il représente plusieurs choses dans la vie courante. En premier, il représente la peau de crocodile avec ses écailles.
C'est pour ça que dans la vidéo, on vous a présenté un crocodile en vous disant que celui qui se trouve au milieu du fleuve n'injurie pas le crocodile. Bon, les Égyptiens vivent pas au milieu du fleuve, mais entre le fleuve en quelque sorte. Le fleuve les traverse. Parce que même les civilisations, on les place en bordure des fleuves. Et le crocodile en Égypte antique, c'est un animal sacré. Donc, d'où le fait qu'on le mette là, et son nom, c'est Zem ou Kem dans les langues africaines. Dans certaines langues africaines, c'est le nom du crocodile. Ensuite, il représente un morceau de charbon brûlant, on va dire. En 3, il va représenter le dos du porc-épic. Et en 4, il va représenter les aiguilles, ok, qui aussi sont inspirées des trucs du porc-épic. Là, vous avez ce qu'on appelle des haleines. Donc, c'est les aiguilles de la préhistoire, en quelque sorte, qui servaient à percer la peau des animaux, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, ça va évoluer en Égypte antique pour devenir des choses comme ça. Quand vous prenez, basiquement, vous avez le fil, plutôt l'aiguille à coudre, c'est ce hiéroglyphe-là qui est dessiné ici. Et on va dire, il correspond à tout ça. Quand on prend maintenant dans les langues africaines, quand on lit ce signe directeur, on aura Kémé, porc-épic. Ok? Kémé, porc-épic. Kem, la laine. La laine, je le rappelle, ce sont les aiguilles qui sont ici. En Adjamba, Kémé, haleine. En Kouma, pardon, en Adjamba, Kouma, charbon. D'où le fait que ça représente un morceau de charbon brûlant. En Wolof, Kem, Excuse-moi noir, de te couper. charbonné. Excuse-moi de te couper. J'ai une réflexion qui me vient comme ça. Je pense que c'est le bon moment de la poser. En fait, je vois aussi, il y a écrit Kemeya. Et en fait, je me dis dans Dragon Ball Z, quand tu dis Kamehameha, est-ce que il y a un rapport avec ou pas? Il y a un rapport. En fait, Kamehameha, Oui. c'est le nom d'un roi de la Hawaï. Ok. Et Hawaï, c'est les aborigènes qui vivaient là-bas, tu vois. Et dans les langues africaines, Kama, c'est le nom du roi aussi. Donc chez eux, ça donne Kame. Et Ah, Amehamea, ça veut dire grand. Et haha, bah, tu vois. Ea, c'est ce qui est grand, en fait. donc le grand roi. Le grand roi. Le grand roi. C'est ça. Intéressant. Ok, merci. Désolé, tu peux continuer. Petite parenthèse. Ouais, donc ce symbole-là, en Wolof, eux, ils vont le lire Kem, noir, charbonné, Kamb, attiser le feu, en Torotegu, Gémé, noir. Et en grec, par exemple, ils vont dire Kéméa, la magie noire, les mélanges de liquides. Et c'est ça après qui va donner en arabe kimia ou alchimia pour dire l'alchimie, la chimie. Parce que ce terme-là, il désigne au Malinké le Komo, la société initiatique. Et les Égyptiens et les Nubiens étaient vus comme les maîtres de l'initiation. Et la discipline initiatique la plus prisée, on va dire la plus puissante, c'est l'alchimie. Parce que c'est pour ça que ici vous avez carboné, attiser le feu, c'est le carbone. Donc le fait de mélanger les éléments, ce genre de choses et tout. D'où le fait Donc aussi quand vous êtes parlé de c'est feu, le comment? c'est C'est le Komo. l'initiation au comment? En tout cas, c'est un des grades. Au début, on vous montre pas ça, mais quand tu montes, on vous enseigne l'alchimie. Dans les hauts grades. Et le roi en Égypte antique, c'est pour ça qu'il s'appelait Maka, tu vois, pour dire le maître. Mais c'est le maître de l'or. L'or qui symbolise la quête suprême des alchimistes. Parce que les alchimistes, ils transforment le plomb en or. Donc, leur spécialité, c'est la transformation des métaux. Et les Akans, vu qu'ils exploitaient les mines, les initiés, eux, ils transformaient maintenant les métaux. En quelque sorte. C'est ça l'alchimie, à la base. Donc, ça, c'est le nom des Égyptiens. Donc, les Égyptiens, quand on dit le pays des hommes noirs, le noir, ça ne fait pas uniquement référence à la couleur de peau, non. C'est un terme caché pour signifier l'initié. Celui qui est initié, il est noir. Et c'est pour signifier aussi la chimie, ceux qui font l'alchimie. Et c'est pour ça que ce poids-là à Caen, comme le crocodile, comme les oiseaux, parce que là, ici, vous voyez le hibou. C'est pour ça que dans l'autre, vous avez, dans la série qu'on vous a présentée, on vous a montré le crocodile qui correspond à ce signe. On vous a montré le porc-épic qui correspond à ce signe. Et les oiseaux, c'est-à-dire les oiseaux de même plumage volent ensemble, un truc comme ça et tout, qui symbolisent l'union du clan, c'est ici. Mais si on va dans les langues bantoues, on va avoir le terme Nkama, qui signifie 1000. C'est pour ça que on vous a dit que les guerriers Ashanti sont comme les épines du porc-épic. Il en tombe 1000, il en repousse autant. Parce que
Guerrier, c'est Kama, tu vois, ceux qui bataillent et tout. Le peuple, c'est Kama, d'où le fait que ça signifie l'Égypte. Mille, c'est Kama. Et aiguille de porc-épic, c'est Kem. Vous voyez? C'est pour ça que ce proverbe est structuré comme ça. C'est comme ça que les poids à cran et même les hiéroglyphes fonctionnent. C'est pas que des mots, c'est aussi des histoires, des proverbes qui sont racontés à travers chaque hiéroglyphe. Et la croix, là, c'est quoi? Justement, Hiéroglyphe, c'est ça qu'on va voir là. Si vous prenez cette croix-là, elle symbolise le terme du citadin, celui qui est sédentaire, qui habite dans la ville. OK? Et ce terme-là, par exemple, si on prend un bout, ça signifie Ouma, la bifurcation, à cause de la croix qui est ici, où on tourne. En Bassa, on aura Oma, le lieu, l'endroit. En Bambara, Komo, la société initiatique. C'est ça qui va venir en arabe pour donner Ouma, la communauté, la nation. OK? Et en anglais, home, la maison, le foyer. Parce que la croix, c'est l'endroit où on se retrouve, où on se rassemble en quelque sorte. C'est pour ça. Et dans les langues africaines, même, ça signifie la maison. Par exemple, en Bassa, ici, vous avez Homa, le lieu, l'endroit, mais ça signifie aussi maison. Hum, c'est le verbe créateur aussi, pour signifier la divinité, par exemple. Et en Djoula, ça va devenir mot être humain. Donc, l'être humain, c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est pas un individu biologique, c'est un individu social. Le concept d'humain, ça signifie celui qui est civilisé, en fait, qui vit dans la ville. D'où le fait que quand on dit que quelqu'un est civilisé, il y a le terme ville dedans. Si, c'est une racine bambara qui signifie s'asseoir, s'installer. Donc, civilisé signifie celui qui est installé dans la ville. Oui. Parce que même dans cette langue bantou, villa ou pila, ça signifie la maison. Donc, civilisé, celui qui a une maison, qui n'est pas en train de marcher partout. Et ce terme-là, il va muter. Par exemple, en Herero, on aura Abundu, l'homme. En Chiluba, Banda, la vallée. D'où le fait que les civilisations sont dans les vallées. Ça va, le Banda, le Nda, là, ça va venir ici en Sérère. Ndap, le grenier. En Bamoun, langue du Cameroun, Ndap, la maison. Et en Bassan, Ndap, la famille. C'est ça que signifie ce cercle-là. C'est pour ça que quand ils disent le pays de la terre noire, c'est pas vraiment exact. C'est les hommes. Parce que le signe qui est là, il indique clairement que c'est des êtres humains, en quelque sorte. Oui. Et si on prend le signe du hibou, par exemple en Bassa, on aura Kun, le hibou. OK? Mais dans les langues africaines, pardon, dans les langues mandées, on va dire Konon ou Kunon, qui veut dire le ventre, l'intérieur. Donc le fait de vivre à l'intérieur de quelque part et tout. Et au Kikongo, ça va donner Kuna, planter, semer, cultiver. OK? En Kunama ou Kuna, hibou. En Fang, Kuna, plantation. En Teke, le K va devenir G pour dire Ngunu, le champ labouré. C'est pour ça que l'être humain, c'est celui aussi qui fait l'agriculture, quand on prend conceptuellement dans le terme. Donc, en Kikongo, le Nkunda désigne le domicile, le gîte. Mais en Lingala, Nkunda renvoie au sépulcre, le cimetière. En plus de l'agriculture, des notions qui soutiennent le thème de la sédentarisation. C'est cette vocalisation-là, à partir du hibou, Kuna, qui va donner aussi Akan. Et Akina, pour le nom de la Nubie ancienne, et aujourd'hui la Guinée, en Afrique de l'Ouest. Donc, quand on dit je suis guinéen, c'est typiquement cette graphie-là qu'on est en train de lire, en fait. Kuna. Ouais. Donc, en tout cas, on va dire que c'est grâce à ce genre de procédé-là qu'on peut faire les liens avec l'Égypte antique, les graphies. Et les akans, encore une fois, c'est les poids à peser lors qui jouent ce rôle-là. Donc, on revient ici. Akina, c'est l'empire de Couche. Et Kama, c'est l'Égypte. Le N, c'est transformé en M. Donc, les Couchites et les Égyptiens ne se voyaient pas comme des peuples différents, vu que ils s'appellent de la même manière. Parce que quand tu dis Akina et tu dis Kama, c'est le même mot. Et là, on a le dictionnaire copte saïdique où c'est clairement écrit dans la langue copte, qui est la dernière langue africaine parlée en Égypte. Kamé, personne ou chose noire. Donc, si vous voulez, c'est pas la terre. Même si on peut comprendre à cause de l'agriculture, ok, parce que la terre noire sert à faire l'agriculture. Mais quand on rentre vraiment dans les langues, ça désigne la personne en elle-même. Et dans certaines langues bantoues, ça je peux rajouter, le hibou, on dit koutou. Et koutou, ça veut dire la peau aussi.
la peau, l'écorce. Donc, vous avez ici Nakeme égyptien, Mentu, Romaine Keme, population d'Égypte. Et on a Keme, obscurité, etc. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oh, ok, donc je pense qu'on va chuter, on va arriver sur la conclusion. Avant l'arrivée de Trèche-la-Plaine et de Bingé, qui sont les premiers gouverneurs de la colonie de Côte d'Ivoire. À la fin du 19e siècle, la famille maternelle exigeait que les enfants apprissent à reconnaître les poids et leurs valeurs. Leur père était obligé de s'incliner et d'envoyer les enfants auprès de celui qui pouvait les initier. Depuis l'ouverture des écoles, plus personne n'enseigne cette science aux enfants. Donc, pour ramener cette pratique-là, l'utilisation des poids à peser l'or, il faudra passer par plusieurs étapes et le processus sera sans doute long, car les implications de cette pratique pourraient bouleverser les nouvelles habitudes et les certitudes des peuples concernés. La première étape serait de recréer un lien émotionnel, c'est-à-dire que à travers le divertissement, vu qu'à l'origine, ces choses-là ont été créées pour s'amuser, pour se divertir, il faudrait qu'on arrive à partir des poids à camp, tout ça, de comment ça fonctionne, de créer des jeux et de rendre ça attractif, de peut-être mettre ça dans la mode, dans l'art, dans plein de choses, pour finalement que les gens aient un lien émotionnel avec ça. Quand tu aimes quelque chose, c'est plus facile après de t'attacher, en train de pratiquer. C'est pour ça que nos ancêtres faisaient des rituels avec les fétiches. Ils faisaient des offrandes. Parce que quand tu fais des rituels, tu crées le lien, tu crées l'amour. Et si tu aimes, tu vas mieux défendre ton fétiche. Or, le fétiche, c'est la connaissance. Parce que quand vous avez vu ces poids à camp, toutes les sciences qu'on a décryptées à travers ça, c'est parce que cet objet, c'est un fétiche. Et tous les fétiches africains sont basés sur ce modèle. C'est des objets de science. De sorte. Donc, aujourd'hui, à part le professeur Djibombari Mbok, avec la méthode Kuma et l'école Ndjeli, on a en Côte d'Ivoire le professeur Akiri Silla, qui lui a quasiment inventé une discipline et qui est en train de militer pour vraiment créer une vraie matière à l'université. Mais déjà, pour l'instant, il fait pas mal de conférences et vous avez sa chaîne YouTube ici, Homo sapiens. Homo Sapiens. Je tiens à préciser, c'est pas de la pub. Ah, ouais, c'est vraiment pour que vous ayez les ressources. Voilà, donc vous tapez Homo Sapiens et vous avez presque toutes ces conférences qu'il a mis en ligne. Vraiment, c'est une mine d'or. Moi, je vous dis vraiment, il a par exemple parlé du concept de pharaon avec toutes les graphies. Il a remonté l'origine du chiffre 0. Il a remonté l'origine de Nazareth, Golgotha. Sa dernière conférence était sur l'Europe, justement, comment nos ancêtres ils ont inventé le concept de Europe. Parce que Europe, avant d'être un continent, c'est un concept philosophique qui symbolise le matriarcat et la civilisation. Et ces régions-là ont d'abord été habitées par des populations éthiopiennes. Et il y a des colons égyptiens et soudanais qui sont aussi allés dans ces régions pour créer des villes, des cités. Et basiquement, il explique tout ça. C'est une très bonne ressource. Donc lui, il va inventer la discipline de la stylectique, qui est la science qui s'occupe des théories du langage imagé et des hiéroglyphes. Mais c'est aussi beaucoup lié avec les œuvres d'art, avec les mythes. Vraiment, c'est une discipline qui est très garnie. C'est-à-dire à la fois, on mélange la linguistique, la mythologie, les cosmogonies. Cosmogonie, c'est comme des mythes, mais ça va beaucoup plus loin parce que c'est plus structuré scientifiquement, on va dire. Et ça sert à la fois de constitution politique au peuple, mais on va dire, de véhicule pour l'éducation, en quelque sorte. Ensuite, là, après, bon, faudrait développer des écoles quand les gens ils auront peut-être les moyens, les connaissances, etc. Et ça pourrait aussi nous servir de système de réflexion si jamais on veut changer de monnaie. Parce que je pense que l'or, en tout cas les matières premières, si vous prenez la région
de l'Afrique de l'Ouest, de la Guinée jusqu'au Ghana, c'est potentiellement l'une des régions les plus riches en or au monde. Donc, je pense que si on a des monnaies qui sont basées sur l'or, ça pourrait nous placer dans des positions, on va dire, supérieures en termes de commerce, de plein de choses. Parce que l'or, c'est une valeur sûre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, Ok. j'appuie Koulibaly par rapport à Kirisila. Non, c'est vraiment une lumière, hein. Moi, j'ai regardé quelques-unes de ses conférences. Franchement, comme il a dit, c'est vraiment une mine d'or. Et tout à l'heure, en plus, j'étais occupé, en fait, j'étais en train de faire un truc qui m'a mère, du coup, j'ai pas pu réagir, mais c'est que tu parlais de l'exode et tout. Mais du coup, d'ailleurs, moi, j'ai regardé une conférence sur l'exode, mais selon les Peuls. Et j'en ai appris beaucoup, franchement, je vous conseille de ouf d'aller regarder, parce que ça met vraiment les choses en lumière. C'était tout pour moi. Merci, Maïchi. Merci Koulibaly pour ton cours. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour la présence. Merci beaucoup.